Voilà. Donc, le webinaire pour lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est le troisième d'une série de en fait, de 6 webinaires thématiques sur l'agroforesterie. Puis, c'est une série de webinaires qui prend place dans le cadre d'un projet plus large, qui est un projet de formation puis d'outillage pour des conseillers puis des conseillères en agroforesterie au Québec. C'est un projet qui est coordonné par le groupe ProConseil qui a commencé en 2023 puis qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'hiver 2025. C'est financé par le ministère de l'Agriculture à travers le programme d'adaptation et de lutte au changement climatique dans le secteur bioalimentaire. Donc, plusieurs d'entre vous là, avaient déjà participé à plusieurs activités du projet. Là, il y en a plusieurs. Il y a eu des formations en personne, en salle. Il y a du mentorat qui est en place. Il y a une communauté de pratique qui est en train de se structurer. Donc, on est vraiment très heureuse là parce qu'à travers ce projet-là, on rencontre de plus en plus, puis on permet de mettre en contact de plus en plus de monde qui sont intéressés et ou actifs en agroforesterie au Québec. Puis c'est vraiment très riche. Donc, la série de webinaires thématiques, c'est une des activités de ce projet-là. Aujourd'hui, c'est le troisième. Le premier était spécifiquement sur l'utilisation des sols arbustifs pour les aménagements agroforestiers avec Olivier Lalonde de Rameau. Ça a été enregistré, c'est accessible sur la page YouTube du groupe ProConseil. Et le deuxième portait spécifiquement sur l'aménagement des écrans boisés autour des bâtiments d'élevage avec André Vézina, lui aussi enregistré, disponible sur notre page YouTube. Aujourd'hui, on est avec Geneviève Labrie, entomologiste qu'on ne présente plus quasiment au Québec, mais que je vais quand même laisser se présenter elle-même dans un instant. Et donc aujourd'hui, c'est pour mettre un petit peu de concret sur quand on parle de la biodiversité, puis notamment de la biodiversité utile aux champs qui peut être procurée par les haies. Ben, tu sais, souvent, là, on assimile les haies à des aménagements de biodiversité, puis c'est un peu large. Puis c'est vrai, mais là, tu sais, Geneviève, elle vient un peu nous aider à mettre un visage et un nom sur une partie de cette biodiversité-là, puis nous expliquer un peu c'est qui les habitants des haies, puis des bords de champs, puis leur comportement, puis essentiellement leur comportement favorable, là, parce que je vends pas tellement de punch, là, je pense, en disant que c'est très bénéfique, là, ce que ça apporte les haies dans le paysage agricole. Euh, En termes logistiques, là, pour le déroulement de la conférence, on est ensemble jusqu'à 11 heures. On va prendre pendant le déroulement de la conférence les questions vraiment de compréhension. Là, s'il y a un graphique qui est pas clair ou quelque chose là, que vous comprenez pas pendant le déroulement, vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça, on va le prendre au fur et à mesure. Sinon, pour ce qui est des questions un petit peu plus poussées ou les partages d'expérience, ça, on va les garder pour la fin. Et puis, il y aura une petite pause de 5 minutes là, au milieu pour s'aérer l'esprit. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Geneviève. Donc, je te laisse te présenter, puis après ça, tu peux partager ta présentation, puis y aller à ton rythme. Bien, parfait. Merci beaucoup pour cette invitation-là, Cécile. La biodiversité, je sais qu'on j'ai parlé beaucoup des pesticides là, dans ma carrière, mais c'est quelque chose pour lequel c'est mon dada, en fait, depuis 1998, depuis le début de ma maîtrise, en fait. En entomologie, j'ai travaillé sur la biodiversité des carabes dans les vergers de pommiers bio et conventionnels au Québec. C'était un des sujets de mon projet de maîtrise. Après ça, j'ai travaillé sur les coccinelles, la diversité des coccinelles aussi dans les champs de grande culture. Puis, au travers des années, quand j'ai travaillé au Sérum, puis après ça, j'ai travaillé à l'OBV Yamaska en 2018, j'ai travaillé sur des projets de biodiversité dans les bandes riveraines, dans les haies brise-vent, entre autres, avec des petits budgets. Ça a toujours resté pas l'argent n'était pas nécessairement là à cette époque-là, mais donc c'est quelque chose. Je vais vous présenter différents projets de recherche que j'ai menés ou qui ont été menés au niveau du Québec et d'ailleurs aussi. Donc, je vais partager ma présentation. Tu as désactivé le partage, si tu peux me le partager, merci. Je vais partager ma présentation. Voilà. Et je la démarre. Donc, vous voyez bien l'écran, le grand écran. Oui, c'est parfait, on te voit en plein écran. Ben, on voit ta présentation en plein Parfait. écran. Super.
Donc, je ne prétends pas avoir fait une revue exhaustive de littérature sur le sujet. Je vais vraiment vous parler euh, de différents aspects de la biodiversité en milieu agricole assez brièvement, mais je vais vous présenter en premier les arthropodes qui sont bénéfiques en milieu agricole. Je pense qu'on connaît les pollinisateurs, vous connaissez les coccinelles, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, d'aspects au niveau de leur biologie qui sont très importants à avoir en tête quand on fait des aménagements, que ce soit des haies, des bordures de champs qu'on veut aménager. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on connaît peu, qu'on connaît moins, qui sont importants à prendre en compte. Je vais, au travers des résultats de recherche, je vais vous présenter les bénéfices et les inconvénients des différentes strates d'aménagement. Je ne resterai pas juste sur les haies d'arbres, je vais parler des différentes strates, donc herbacées, fleuries, arbustives, arborées. Je vais faire une petite pause après les résultats de recherche au niveau des aménagements de bordure avant de vous parler de l'effet du paysage agricole. Donc, à plus large échelle, il y a quand même plusieurs projets qui ont été faits au Québec sur l'aspect du paysage et les bénéfices économiques aussi, quelques études, là, il y a très peu d'études quand même, mais donc sur les haies brise-vents, les aménagements qu'on peut faire, entre autres, qu'est-ce que ça peut nous apporter comme bénéfice économique? La biodiversité en milieu agricole, il faut penser que on en parle vraiment beaucoup. C'est tous les paramètres finalement du paysage qui vont faire partie de la biodiversité. Donc, les cultures, les aménagements en bordure, les cours d'eau, tout ce qui va se retrouver dans notre paysage. Et on va parler de résilience d'un écosystème. On en parle beaucoup de nos jours parce que les changements climatiques sont en cours. On le sait qu'on a besoin d'avoir des écosystèmes qui vont faire face à tous ces changements-là. La biodiversité est vraiment au cœur de cette résilience-là. Pour être capable de faire face à toutes les variations, les variabilités qu'on peut avoir dans une année, de culture, la biodiversité, que ce soit la biodiversité génétique, donc les différents cultivars qu'on peut utiliser, les différents aménagements qu'on va faire, les rotations, d'avoir différentes cultures dans un même environnement. Mais ça va nous apporter de la biodiversité qui est nécessaire à tous nos organismes qui sont bénéfiques. Je vais parler principalement aujourd'hui de groupes fonctionnels, donc de prédateurs, puis je vais m'en tenir principalement aux arthropodes, en fait, mais je vais parler des prédateurs, des parasitoïdes, c'est pas juste des guêpes parasitoïdes, puis il y a aussi tout ce qui est les pathogènes, les entomopathogènes ou bien ceux qui peuvent aider pour les maladies. Je ne m'attarderai pas beaucoup à cet aspect-là. Mais quand on parle de biodiversité, on parle de biodiversité, mais en groupe fonctionnel. Ces différents groupes-là vont jouer des rôles précis. Et ce qu'on se rend compte, c'est que si on a un environnement assez diversifié, on devrait avoir un ensemble d'espèces qui vont jouer ces rôles-là, de prédateurs, de parasitoïdes et de pathogènes, qui vont être bénéfiques pour nos cultures. Quand on arrive, on sait maintenant à l'époque, quand on avait beaucoup d'habitats semi-naturels, donc des pâturages, des prairies, on avait une diversité qui était vraiment très, très grande dans l'environnement. Et même si on perdait une espèce ou une autre, on arrivait à ce que chaque groupe fonctionnel soit présent et joue son rôle. On a intensifié l'agriculture, il y a eu un déclin progressif des espèces et aussi des habitats de prairies. On a vu diminuer beaucoup les espèces dans nos milieux. On sait qu'il y a une crise de la biodiversité. Et l'agriculture intensive, ça apporte vraiment beaucoup d'apports élevés de nutriments et il y a un déclin très important des espèces. Puis les habitats de prairies, donc, sont vraiment importants dans le paysage, ont diminué beaucoup. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une réduction des espèces qu'on retrouve dans les champs et surtout une réduction des rôles de ces groupes fonctionnels-là. Si on perd une espèce de prédateur, mais on peut perdre le rôle de prédation dans ces environnements-là. Et on le sait, les conséquences de la simplification des agroécosystèmes, oui, on a augmenté la productivité, les revenus, mais ça cause beaucoup d'érosion des sols, dégradation de la qualité de l'eau. On augmente les mauvaises herbes résistantes aux herbicides. Il y a aussi toute la volatilité dans les coûts de production, le prix des cultures. Il y a un déclin de la vitalité des communautés rurales et la perte de biodiversité faunistique et florale. Donc,
les aménagements pour la biodiversité, que ce soit les haies, les bordures de champs et tout ça, veulent essayer on le sait, on a besoin de faire de la production, mais ces aménagements-là se veulent dans un but finalement de diversifier l'agroécosystème, parce qu'on sait que la diversification va nous permettre un meilleur contrôle des ravageurs, une réduction des maladies, ça peut augmenter la productivité, on peut avoir plus de stabilité dans la productivité et ça réduit les impacts des changements climatiques. Donc, je vous mets juste ici, c'est juste le cadre un peu de la biodiversité, à quoi elle peut servir et à quoi les aménagements, les haies, les bandes riveraines qu'on met en place vont nous servir. Puis c'est un peu ça que je vais tenter aussi de vous montrer par les différentes études qui ont été faites à ce sujet-là au cours de la présentation. Donc, je vais vous présenter les arthropodes en milieu agricole. On connaît quand même des effets des aménagements sur les arthropodes bénéfiques, beaucoup plus sur les pollinisateurs. Vous allez voir dans les documents que vous avez en main ou toute la liste de documentation qui est disponible, on parle toujours, les aménagements pour la biodiversité pour les pollinisateurs. Mais il y a beaucoup moins d'informations qui sont connues sur les groupes fonctionnels prédateurs parasitoïdes des micro-organismes. Je ne parlerai pas beaucoup des micro-organismes, il y a encore moins de littérature que les prédateurs parasitoïdes et ce n'est pas nécessairement mon champ d'étude. Je vais en parler peut-être brièvement un petit peu à la fin. Mais les groupes prédateurs parasitoïdes peuvent être excessivement importants dans le milieu. On fait nos aménagements en fonction des pollinisateurs, mais on les fait moins en pensant aux prédateurs et parasitoïdes à ces groupes-là. Fait que je vais vous présenter les 3 groupes pollinisateurs, prédateurs, parasitoïdes plus en détail avant d'aborder les résultats de recherche. Les pollinisateurs. Bon, ici, vous voyez, c'est des abeilles alictidées. Donc, c'est une famille d'abeilles qui sont vraiment très mignonnes. Des bleus, verts métalliques, jaune et vert, jaune et bleu, sont très jolies, mais on les voit peu. En fait, on s'en rend compte peu qu'on a ces pollinisateurs-là dans notre environnement parce qu'ils vont nicher dans le sol ou bien dans des bûches de bois pourris. C'est des abeilles solitaires. Ça, c'est un petit groupe des pollinisateurs indigènes. La plupart, on connaît l'abeille domestique, on connaît les bourdons un peu plus, mais tous ces groupes de pollinisateurs indigènes-là, on les remarque peu, on les connaît moins. La plupart de ces espèces-là, c'est des espèces solitaires. Donc, elles peuvent se regrouper, mais chaque abeille va s'occuper elle-même de ses œufs, de ses larves. Ce qu'on sait, c'est que c'est des espèces, on parle, la pollinisation est vraiment importante dans les milieux agricoles, mais il y aurait 50 du service de pollinisation qui serait apporté par les pollinisateurs indigènes. Donc, c'est une grosse quantité du service de pollinisation qui vient de ces espèces-là qu'on connaît beaucoup moins et qu'on ne sait pas trop comment aménager nos écosystèmes. On sait que ces espèces-là ont besoin soit d'avoir des sols meubles, soit d'avoir des sites de nidification, des tiges de sureau, des l'érable à giguère, framboisier, des souches pourries ou des chicots morts. Donc, nos bandes puis nos haies doivent absolument pas être propres. C'est vraiment pour pouvoir aider ces organismes-là. Il ne faut pas enlever tout ce qu'on voit, les résidus de culture et tout ça, les bûches, etc., parce que ça va être des sites pour ces organismes-là. Ils ont besoin des nids qui vont être orientés vers le soleil du matin ou bien du sol nu. Les bourdons, eux autres, pour leur nid, ont besoin d'herbes qui vont cacher l'entrée du nid. Donc, pour chacun de ces groupes-là, puis je ne passe pas en détail parce que ça pourrait être une heure de conférence juste sur les pollinisateurs, mais ils ont tous des paramètres, des caractéristiques au niveau de leurs besoins pour les nids pour passer l'hiver aussi. Elles ne vont pas hiberner au même endroit qu'elles ont fait leur nid. Donc, elles vont hiberner dans le sol ou les feuilles, mais les talus orientés au nord, tandis que leurs nids vont plus être au soleil pour augmenter la température pour le développement de leurs larves. Les abeilles indigènes vont parcourir 75 à 450 mètres pour trouver des fleurs. Les bourdons, ça peut aller jusqu'à 3 km. Les abeilles, on le sait, c'est à peu près jusqu'à 6. Donc, il faut penser que dans nos cultures, si on a des bandes, si on veut aménager des bandes fleuries, mais il faut le faire aussi en fonction des pollinisateurs indigènes. Il faut qu'on en ait régulièrement dans l'environnement. Si vous avez le bourdon à tache rousse, c'est une espèce qui est considérée menacée au Québec. Donc, c'est une espèce qu'on cherche à... les aménagements pour la biodiversité vont servir à ça aussi, à héberger des espèces qui sont plus à risque, plus menacées, ou bien avoir augmenté la biodiversité des nouvelles espèces qui peuvent arriver. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important de penser, d'avoir des aménagements, des fleurs qui sont régulières dans l'environnement.
On sait que les pollinisateurs ont besoin de tales de fleurs d'à peu près 1 mètre de diamètre au minimum à tous les 150 mètres et que les fleurs surtout doivent être présentes tout au long de l'été. Euh, dans un des documents qui a été fait au niveau du Canada, les insectes pollinisateurs indigènes et l'agriculture au Canada, vous voyez ici tous les genres d'abeilles. Celles qu'on connaît, c'est les apis et les bombus. Mais dans les faits, vous voyez la quantité d'espèces différentes. C'est vraiment beaucoup d'espèces. Je vais prendre le pointeur, donc ce que je montrais. Et vous avez les apis, vous avez les bombus, mais c'est ça, toutes les autres espèces que vous voyez. Et surtout, ce que vous voyez, c'est qu'elles ne sont pas présentes pour chaque groupe, elles ne sont pas présentes tout au long de l'été. Ça, c'est dans les prairies. Puis le jaune, c'est quand on a la floraison du canola, parce que c'est une culture qui a besoin de beaucoup de pollinisateurs. Mais ça nous montre quand même que tous ces groupes-là, donc le rôle de pollinisateur peut être joué par beaucoup d'espèces. Mais si on n'a pas des fleurs pour la majorité de l'été, mais il y en a qui ne seront absolument pas présentes dans l'environnement parce qu'elles n'auront pas accès à des ressources. Il y a beaucoup de ressources quand même sur les calendriers floraux, là, toutes les espèces des espèces végétales recommandées qu'on peut mettre dans nos aménagements. Et donc, vous voyez ici, ça nous permet de voir les espèces qui vont fleurir une bonne partie de l'été, puis d'essayer d'aménager en fonction de ça pour qu'on couvre l'ensemble de l'été pour les pollinisateurs. Je m'arrête là pour les pollinisateurs, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que en fait, les pollens et le nectar, c'est pour tous. J'ai fait mon doctorat sur la coccinelle asiatique que vous voyez ici. On peut garder les coccinelles sur du pollen de fleurs pendant des mois et des mois de temps, là. Elles vont survivre seulement avec du pollen. Et parce que, puis il n'y a pas juste les coccinelles, il y a énormément d'autres prédateurs qui peuvent survivre. Elles ne pourront pas se reproduire s'il y a juste du pollen. Elles ont besoin de proies parce que c'est des carnivores, mais il y a énormément d'espèces de prédateurs qui vont se nourrir de pollen et vont survivre sur des fleurs. Donc, non seulement pour les pollinisateurs, on a besoin de floraison à longueur d'été, mais aussi pour nos prédateurs, ceux qu'on connaît le plus, c'est les coccinelles. Vous avez besoin de pollen. Les guêpes parasitoïdes aussi, je vais vous les présenter un peu plus tard. Les adultes ont besoin de nectar et de pollen aussi. Ce qui fait que ce sont nos deux groupes fonctionnels, prédateurs et parasitoïdes, au niveau de la lutte biologique, qui sont vraiment importants. Et donc, les fleurs vont jouer un rôle très, très important dans l'environnement. Dans les prédateurs, ceux qu'on connaît, évidemment, c'est les coccinelles. Les coccinelles mangent les pucerons. Vous avez 4 espèces ici. Il y en a 3 qui sont exotiques, donc la 7 points, la 14 points, la asiatique. Vous avez la coccinelle maculée là, qui est ici, c'est une petite coccinelle rose. En fait, on en connaît peu des coccinelles, mais il y a à peu près 80 espèces de coccinelles au Québec. Et plus le milieu est diversifié et avec des cultures comme des prairies, pâturages, des boisés, plus on a d'espèces dans le milieu. Et donc, les coccinelles, puis on a plus d'espèces indigènes aussi quand on arrive avec des milieux plus diversifiés. La plupart de ces espèces-là vont être aphidiphages, vont manger des pucerons, mais il y en a plusieurs aussi qui vont manger des tripes, des tétraniques, des cochenilles. Comme je le disais, la majorité vont survivre sur du pollen seulement si elles n'ont pas de proie. Elles vont repérer, et ça c'est connu, elles peuvent repérer les foyers de pucerons jusqu'à 1 à 2 km de distance. Donc, à l'odeur, quand il y a beaucoup de pucerons, surtout, c'est des prédateurs généralistes, répondent quand il y a des fortes infestations en général. Mais donc, elles vont être capables de retrouver, si elles ont des endroits où elles peuvent qui peuvent être des refuges, elles peuvent se nourrir sur des proies alternatives à 1 ou 2 km autour. Elles vont aller, s'il y a du puceron du Soya, par exemple, elles vont le trouver dans les champs adjacents. Ce qui est important dans nos haies, dans nos bordures de champs, c'est les sites d'hibernation pour les coccinelles. Si on veut qu'elles reviennent rapidement dans notre champ au printemps, il faut qu'elles aient des sites d'hibernation. Les coccinelles, à part l'asiatique qui habite chez nous pendant l'hiver, mais toutes les autres espèces ont besoin de sites d'hibernation. Elles vont hiberner dans des couvertures, soit de feuilles ou d'herbacées, pour qu'il y ait un couvert de neige suffisant pendant l'hiver pour ne pas mourir quand il y a des températures trop froides. L'asiatique, pourquoi on la retrouve dans les maisons, c'est qu'en bas de moins 10, moins 15 degrés à l'extérieur, elle va mourir.
Mais les autres espèces peuvent aller jusqu'à -20. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque espèce de coccinelle, mais aussi beaucoup d'autres prédateurs, vont avoir des besoins particuliers pour l'hibernation. On sait que la coccinelle maculée, un indigène, va préférer les grands arbres isolés. Donc, je vous montre ici une photo, c'est des saules, ceux qui ils se promènent sur l'autoroute 20 régulièrement. Il y a une des sorties avant Saint-Hyacinthe où il y a des grands, 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 grands saules sur le bord de l'autoroute. C'est là que j'allais chercher mes coccinelles maculées pendant mon doctorat parce qu'il y en avait des millions au pied de ces grands arbres-là. Pourquoi? Parce que les coccinelles, pour mieux passer l'hiver, vont se regrouper. Et une des façons de se regrouper, c'est d'avoir un stimuli visuel à la fin de l'été. Souvent, les grands arbres en bord de champ vont être un endroit où elles vont se regrouper et vont revenir année après année. Il y a d'autres espèces. La coccinelle à 7 points, elle va préférer les bordures forestières orientées au sud et à l'ouest. Il y a d'autres coccinelles indigènes qui vont préférer les bordures de ruisseaux, donc au pied des zones, entre autres, avec des herbacées. Donc, chaque espèce a son site d'hibernation préféré. Et donc, dans vos aménagements, ça peut être aussi quelque chose à considérer. Et même un arbre isolé en bordure de champ peut très bien devenir un site d'hibernation. Vous pouvez aller marcher les sites au printemps, vous allez pouvoir voir, par exemple, si c'est un des sites d'hibernation de la coccinelle maculée, il y a des millions d'individus là, parfois au pied des arbres. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se disperser rapidement dans les champs quand les cultures commencent à émerger. Et donc, elles vont être déjà présentes s'il y a des infestations de pucerons. Donc, les coccinelles sont excessivement importantes dans le paysage agricole. C'est dans nos meilleurs prédateurs de pucerons, entre autres, et d'autres espèces. Mais il faut penser qu'elles ont besoin de pollen et de sites d'hibernation qui sont adéquats. Les prédateurs, d'autres prédateurs ici, ce n'est pas une abeille, c'est un cirfe. Ce sont des cirfes, en fait, c'est des mouches qui ressemblent à des abeilles et qui on les reconnaît en fait, bon, ben, vous voyez déjà leurs antennes, c'est des antennes de mouches. Et aussi, elles ont juste une paire d'ailes visibles et elles vont voler sur place, dans les champs, surtout les champs de soya. Vous avez sûrement vu ça, ça ressemble à des petites abeilles qui volent stationnaires. Ben, c'est des cirfes. Les adultes, c'est des pollinisateurs principalement et ils peuvent être très, très importants dans les cultures qui ont besoin de pollinisation. Puis, elles ont besoin de pollen, vraiment beaucoup évidemment, elles sont au risque de pollen, mais vous voyez ici les larves, donc les larves de cirfe qui, elles, vont être aphidiphages, vont manger des pucerons et vont faire toute leur reproduction sur les plants, puis vont réémerger en adultes là, en faisant leur pupe au sol. Donc, ces prédateurs-là, non seulement ont deux rôles, ils sont pollinisateurs et aussi ils sont prédateurs très importants dans l'agroécosystème et vont avoir nécessairement besoin de plantes à fleurs relativement pas assez près de la culture pour être capable de jouer leur rôle. On n'aura pas de cirque si les bordures de champs sont juste herbacées avec aucune fleur. Il n'y en aura pas dans le champ de soya adjacent ils sont des très bons prédateurs de pucerons du soya, entre autres, et de beaucoup d'autres espèces. Ce sont des organismes qu'on voit beaucoup dans les vergers de pommiers, entre autres aussi. D'autres prédateurs, vous voyez, c'est d'autres groupes, les mouches de lycopodidés, c'est des mouches qui vont attraper des organismes, des insectes en vol. Vous avez ici, ça c'est une larve de cécidomie qui est en train de manger un puceron du soya. Les adultes, c'est des mouches, des petites mouches, et donc, ils ne volent pas très loin. Donc, elles ont besoin d'environnement. Les mouches vont manger du pollen aussi, donc elles ont besoin des deux environnements. D'autres punaises, vous voyez ici une punaise pentatomide qui est en train elle a son bec dans une chenille en train de suctionner finalement le liquide, je crois, c'est une légionnaire ou une chenille. Donc, c'est des prédateurs qui peuvent être vraiment très importants aussi dans l'environnement, mais plus généralistes, beaucoup plus mobiles et vont se retrouver dans les environnements des bordures de champs et vont visiter le champ quand il y a des ravageurs en grande quantité. Vous avez les punaises nabides, qui sont des très bons prédateurs de punaises ternes, entre autres. C'est des punaises qui sont embusquées. Et dans une visite que je faisais dans des bordures de champs au mois d'octobre, il y en avait plein dans les bordures herbacées
déplacer. Donc, elles vont hiberner dans ces bordures-là et vont migrer vers le champ quand c'est nécessaire. Même dans les bordures, elles peuvent déjà faire un contrôle, entre autres, de la punaise terne, dans d'autres projets qui ont été faits. Donc, ces prédateurs-là ont tous besoin des bordures de champs pour leur reproduction, pour leur alimentation. Les bordures servent beaucoup de refuge quand il y a les producteurs agricoles sont dans le champ. Ceux qui volent vont se diriger vers les bordures de champs pour se protéger du travail qui est en train de se faire, le travail de sol, de l'application des engrais, des pesticides. Et surtout, c'est très nécessaire pour l'hibernation de ces groupes-là. Les prédateurs qu'on voit moins, qu'on considère moins en fait, mais qui sont très, très, très importants aussi, c'est les épigées, ceux qui sont sur le sol, qui vont, vous avez ici les carabes. Les adultes ne volent pas du tout. C'est des insectes qui vont marcher, donc qui peuvent marcher, ce qu'on connaît en fait, jusqu'à 90 mètres par jour. Et c'est des groupes qui vont préférer les herbacées. C'est des prédateurs généralistes, par exemple, ici, cette espèce-là va manger des chenilles, va manger des œufs, va manger tout ce qui tourne au sol, mais va manger aussi des limaces. Donc, il y a des espèces qui sont plus grosses, même celle-ci fait à peu près 1,5 cm. Donc, il y en a qui sont plus grosses que ça, ils vont vraiment être des très bons prédateurs de limaces. Il y a beaucoup d'espèces de carabes qui mangent les graines de plantes adventices aussi. Donc, ça peut être des très bons alliés à avoir pour les banques de mauvaises herbes. D'autres prédateurs et aussi parasitoïdes, les staphylins, donc vous voyez ici, c'est des coléoptères, mais celui-là est en train de manger un puceron du Soyas. Les adultes sont prédateurs, mais ils vont se reproduire de façon parasitoïde, c'est qu'ils vont aller pondre un œuf sur ou à l'intérieur d'un autre insecte. La larve va se développer dans l'insecte. Donc, c'est un groupe qui joue deux rôles fonctionnels, donc prédation et parasitisme, qui sont très importants. On en a dans certains champs, certaines bordures, on peut en avoir une très, très, très grande quantité de staphylins. Des groupes qui sont beaucoup moins connus, donc même au niveau de l'identification, c'est difficile à faire. On connaît beaucoup plus les carabes et je dirais que les carabes ont été très étudiés dans tout ce qui est, vous allez voir dans les résultats de recherche, c'est peut-être un des groupes qui est le plus facile peut-être à capturer parce qu'on met un piège fausse, on met finalement un piège dans le sol avec du liquide, puis les insectes qui marchent tombent dedans, fait que c'est facile de mettre des pièges, puis après ça, d'identifier les espèces. L'autre groupe, quand je dis arthropodes, c'est parce que les araignées ne sont pas des insectes, mais les araignées ont un impact aussi très, très grand. Ça, c'est une argiope qu'on retrouve au mois d'août dans les bordures de champs de maïs, entre autres. Là, si vous marchez dans les rangs de maïs, vous pouvez en croiser. Ce sont des prédateurs qui vont faire un boulot, un très, très grand travail au niveau de la prédation de tout ce qui passe. Évidemment, ils sont très généralistes. Là. Ils peuvent aussi manger nos prédateurs ou les parasitoïdes, mais ils font quand même un très, très grand travail au niveau là, de la lutte biologique. Donc, les prédateurs, on a nos prédateurs aériens, puis on a nos prédateurs au sol qui forment vraiment un groupe fonctionnel qui va être très important. Et chacun, dans la biodiversité, quand on regarde le rôle joué par ces prédateurs-là, on peut retirer certaines espèces, les remplacer par d'autres, mais on a quand même besoin d'une bonne quantité de ces prédateurs-là pour pouvoir faire un contrôle efficace. Les parasitoïdes, vous connaissez plus les petites guêpes parasitoïdes, probablement, qui viennent, vous voyez, ils viennent pondre à l'intérieur des pucerons, par exemple. Ça, c'est des parasitoïdes de pucerons, mais il y a des parasitoïdes de chenilles, il y a des parasitoïdes de sauterelles, des parasitoïdes de coléoptères, de punaises ternes, de chrysomèles rayés du concombre. Il y a ces espèces-là font à peu près 1 ou 2 millimètres souvent, vont venir pondre à l'intérieur de leur proie. Et à l'intérieur va se développer une larve, ça va créer une momie. Donc, vous voyez ici là, des exemples de momies de pucerons. Et l'adulte, quand il va avoir fini son développement à l'intérieur de l'insecte, va réémerger pour continuer, pour aller se reproduire dans d'autres insectes. Le travail des parasitoïdes va être important, surtout en début d'infestation. Les parasitoïdes ont une capacité de recherche ils vont se sentir plus rapidement les ravageurs.
que les prédateurs généralistes comme les coccinelles. Les coccinelles, ça leur prend vraiment une bonne quantité de pucerons dans un champ pour pouvoir les détecter, tandis que les parasitoïdes, si les parasitoïdes sont dans l'environnement immédiat, ils vont venir parasiter, même s'il y a juste un ou deux pucerons par plant, ils sont capables de les trouver. Et là, c'est le si les parasitoïdes sont présents dans l'environnement parce que elles n'ont pas une capacité de vol très, très grande. Donc, à 1 ou 2 millimètres, s'il y a juste un petit peu trop de vent, elles ne seront pas capables de voler. Il y en a plusieurs, même les trichogrammes, par exemple, vont marcher sur les feuilles en général. Donc, on ne peut pas, leur capacité de dispersion étant limitée, pour pouvoir les avoir dans l'environnement, ça prend des aménagements qui leur permettent d'être là. Ils ont besoin de pollen ou de nectar pour les adultes et ils ont besoin aussi d'une distance de la bordure qui n'est pas très grande. On parle à peu près de 60-90 mètres pour les parasitoïdes pour qu'ils puissent se rendre à l'intérieur d'un champ de façon assez efficace. Puis je vais vous montrer des données tantôt qui démontrent qu'il y a quand même, ils sont quand même capables de se rendre à une certaine distance dans le champ. Les parasitoïdes qu'on connaît moins, c'est les plus grosses guêpes comme ça. Ici, c'est un exemple de sphex. Vous avez font à peu près quasiment 1,5 cm. Souvent, c'est des grosses guêpes qui nous font un petit peu peur parce qu'elles sont quand même assez grosses. Mais elles vont fonctionner, elles vont capturer un arthropode. Ça peut être une chenille, ça peut être une araignée, ça peut être une sauterelle. Elles vont lui injecter un venin qui va paralyser la proie et elles vont venir creuser un trou dans une butte comme ça et elles vont insérer sa proie paralysée. Elles vont pondre un œuf sur la proie qui est paralysée, qui est toujours vivante, et la larve qui va émerger va se nourrir de la proie qui est paralysée, qui est toujours vivante, et va réémerger à la fin de son développement en eau guêpe. Et donc, ce groupe de parasitoïdes-là, qui est moins connu, ont besoin de sol meuble en bordure de champ pour venir récupérer dans le champ des chenilles ou d'autres ravageurs, des cicadelles, pour les ramener sur la bordure de champ. Et donc, ils contribuent quand même passablement à la lutte biologique parce qu'ils vont venir prélever régulièrement des ravageurs dans les champs. Donc, ça donne quand même, ça vous donne un aperçu un peu des groupes de prédateurs. Je vous ai parlé de ceux qui sont plus connus, mais ceux qui sont moins connus. Tous ces groupes-là ont des besoins et qui sont différents, évidemment, mais qu'on peut combler quand même pour avoir des groupes fonctionnels qui vont pouvoir faire leur rôle, jouer leur rôle dans l'environnement. Donc, qu'est-ce que ça représente, les aménagements pour les arthropodes que je viens de vous parler? Il y a une étude qui est sortie récemment. Puis là, j'ai essayé de vous les traduire. Vous avez remarqué que dans le bas des écrans, j'ai mis les références. Il y en a certaines qui sont disponibles, c'est des articles libres de droit. Il y en a d'autres que non. S'il y en a qui vous intéressent, vous m'écrirez par la suite, je vous les enverrai. Donc, dans cet article-là, dans cette étude-là, les auteurs se sont intéressés à aller voir à évaluer, en fait, soit en fonction des articles scientifiques qui sont publiés ou bien en fonction de l'opinion des experts dans le domaine sur comment ces différents habitats en bordure des champs peuvent contribuer au contrôle naturel des ravageurs selon le type d'aménagement. Donc, vous avez l'effet de la bordure boisée, de l'air boisé, donc une surface plus grande de bois, de la bordure herbacée, des herbacées non fauchées, des céréales avec une petite surface de céréales en bordure d'un champ, des cultures de couverture et des intercalaires, des prairies, d'autres habitats. Sur les ennemis naturels dans l'habitat. Donc, quand on a plus d'étoiles, c'est qu'il y a une évidence qui est forte, que finalement, la bordure herbacée, par exemple, oui, elle amène beaucoup plus d'ennemis naturels dans cette bordure-là. Donc, on a l'effet, finalement, de la bordure herbacée, des herbacées non fauchées et aussi de la plupart, finalement, des bordures. On le sait qu'on a plus d'ennemis naturels dans cet habitat-là. Donc, ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Les experts s'entendent pour dire que c'est sûr, dans notre habitat, ce qu'on a mis en place sur notre bordure de champ, oui, ça attire plus nos ennemis naturels. Par contre, est-ce qu'ils vont dans le champ? Donc, le deuxième aspect, c'est est-ce qu'on avait de la littérature? Est-ce que les experts sont capables de se prononcer? Est-ce que les ennemis naturels vont dans le champ adjacent à la bordure qu'on a mis en place?
Ce qui semblait, en tout cas, ce qu'on avait plus d'informations, c'était les herbacées non fauchées puis les prairies, qui nous permettent finalement de dire qu'une évidence modérée que oui, ces aménagements-là vont permettre aux amis naturels de migrer vers le champ. Vous voyez qu'il y a beaucoup de N, donc aucun effet de non applicable, ou bien il y a des non documentés aussi. Quand on arrive sur est-ce qu'on a un meilleur contrôle naturel? Est-ce que oui, bon, mais oui, on sait qu'elles sont présentes dans tous les aménagements, elles peuvent se diriger vers le champ, mais est-ce qu'elles font leur job finalement, ces ennemis-là? Ben, vous voyez que là, on se retrouve avec des données non disponibles. Non, on ne sait pas, ou évidence faible, évidence modérée pour la plupart des habitants. Il n'y a pas tant de littérature que ça. Il n'y a pas tant de qui ont quand même évalué. Donc, on est encore dans l'acquisition de connaissances par rapport à tout ça. Mais je vais quand même vous parler globalement de justement les différents types. Je vais commencer par plus bande enherbée, bande de fleurs, puis après ça, les haies. Il y a différents projets qui ont été faits à différents moments. Premier projet que j'ai trouvé, en tout cas dans ma recherche, c'était en 1978. Donc, un projet qui regardait si les aires boisées à côté d'un champ de céréales avaient des impacts sur les parasitoïdes. Donc, oui, il y avait une certaine distribution des parasitoïdes, à peu près jusqu'à 60 mètres. Mais c'est un projet qui date, c'était à l'Université de Sherbrooke. Fait que c'est un des premiers projets que j'ai retrouvé, là, dont je ne vous parlerai pas plus en détail. Mais le projet qui a été fait là, en 1997, il avait été fait dans des bandes riveraines, en fait, pour voir, il y avait 7 bandes riveraines en bordure, soit de champs de pommes de terre, de céréales, de maïs dans la région de Nicolet. Fait que l'étudiante, c'est une étudiante à la maîtrise, donc qui a fait ça à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle avait mis 3 pièges fausses par site, la mi-mai à la mi-août. Et comme vous voyez, une des difficultés avec les études entomologiques, c'est le nombre d'arthropodes qui sont récoltés. Donc, pour 4 mois, 75 000 arthropodes à identifier. Donc, elle a identifié à la famille et pas à l'espèce. Donc, il y avait 41 familles différentes qui ont été identifiées dans ce projet-là. Ce qu'on voyait, vous avez le nombre d'arthropodes par semaine en fonction ici, soit c'est en bordure de champs de pommes de terre, de céréales et de maïs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait moins d'arthropodes dans les champs de maïs, en bordure des champs de maïs finalement, que en bordure des champs de pommes de terre et de céréales. C'est quand même quelque chose, le maïs est une culture qui est un peu moins diversifiée en termes de ravageurs aussi. Mais par contre, on sait qu'il y a des groupes, quand c'est des champs de maïs, il y a des groupes d'insectes qui, eux, sont très intéressés par la culture même du maïs. Entre autres, les épigées, donc ce que j'ai parlé tantôt, les carabes et les araignées. Et souvent, les bandes enherbées vont être très, très, très bénéfiques. On parle tout le temps que les bandes enherbées n'ont pas d'impact ne sont pas intéressantes dans le paysage agricole, mais en fait, c'est le site principal de reproduction, d'hibernation et d'alimentation de nos prédateurs épigés. C'est des ressources essentielles vraiment pour ces groupes-là. On a même, c'est sûr qu'il y a une plus faible diversité de plantes et peu de fleurs, mais il y a beaucoup, beaucoup d'études qui montrent leur importance, comme Beetle Bank. On a souvent parlé de ces aménagements-là. Les Beetle Banks, c'est les banques finalement de ces coléoptères-là. Il y a eu, dans les premiers aménagements qui ont été faits au cours des années, c'était plus des aménagements de bordures, de bandes comme ça d'herbacées dans les champs pour pouvoir favoriser ces groupes-là qui, eux, vont se déplacer dans les champs adjacents. On parle qu'une dizaine de mètres carrés serait suffisant pour soutenir une population de carabes et d'araignées pour des champs de 15 à 20 hectares. Donc, ce n'est pas nécessairement dans les aménagements. On peut penser que dans un aménagement sur une ferme, de considérer ces bandes enherbées-là comme étant dans la diversité des aménagements, c'est quelque chose qui est bénéfique, entre autres, pour ces groupes-là. Une étude qui a été faite dans une étude qu'on a effectuée un été avec Gestrisol, en fait,
la diversité, pour évaluer la diversité entomologique dans la bande riveraine du ruisseau Brandy à Grimby en 2015. On est allé voir. Vous voyez ici, vous avez le ruisseau Brandy là, qui se continue ici, et Grimby est à droite ici, Saint-Paul d'Abbotsford, l'Ange gardien par là. Donc, vous voyez les points qui sont ici, c'est les points d'échantillonnage. On avait en bas, on avait 12 stations d'échantillonnage sur la bande riveraine et ce qui est en jaune, c'était les stations d'échantillonnage à 50 mètres de la bordure, mais sur des bords de champs. Ce qu'on a été faire, c'est qu'ici, il y avait des fleurs, donc il y avait eu de l'aménagement, il y avait une bonne diversité de fleurs. Et ici, c'était seulement enherbé, donc juste des bandes herbacées. On avait 3 quadras par station pour regarder la diversité des plantes. Et on a fait 50 coups de filet fauchoir à chaque station. On a fait ça sur quelques journées là, au mois de juillet. Et on a identifié à l'espèce ou à la famille. Donc, les quadras là, pour identifier les espèces de fleurs. Ce qu'on a observé, donc, les principales plantes à fleurs, on avait de l'ortie, on avait de la spirée à large feuille, du mûrier, de la verge d'argeau, de la verge d'or, de l'impatiente du câble, du cerfeuil sauvage. Ce qu'on a vu, c'est que oui, effectivement, le ruisseau nord la bordure nord avait plus de fleurs parce que c'était aménagé comme ça que la bordure sud, quand même, qui était plus enherbée, mais il y avait quand même de la présence de fleurs. Et dans le bord de ruisseau versus le bord de champ, il y avait une tendance, mais on voyait quand même un petit peu plus en bord de ruisseau qu'en bord de champ. On a identifié pour une journée d'échantillonnage sur les 12 stations à peu près 8000 arthropodes qu'on a récoltés. Presque la moitié étaient des insectes bénéfiques, soit pollinisateurs, prédateurs ou parasitoïdes. Ce qu'on voyait, vous avez ici les pollinisateurs. Le filet fauchoir n'est pas nécessairement la meilleure méthode pour attraper les pollinisateurs. C'est d'autres types de pièges, mais on en a quand même capturé. On voit les parasitoïdes, le bord où est-ce qu'il y avait des fleurs, donc, et le bord où est-ce qu'il n'y en avait pas. On voit que les prédateurs aussi étaient significativement plus élevés sur le bord du ruisseau où est-ce qu'on avait des fleurs et aussi les ravageurs. C'est une des questions qui est la plus souvent posée. Est-ce qu'on va augmenter nos ravageurs dans notre champ si on a des bordures fleuries, si on a des aménagements? Je vais en parler aussi, mais c'est souvent, en fait, ce que ça apporte d'avoir ces aménagements-là. Oui, on a des ravageurs dans nos bordures, mais en général, ces ravageurs-là sont spécialisés sur les plantes qui sont présentes dans notre bordure. Et aussi, c'est que c'est des réservoirs de proies pour nos prédateurs parasitoïdes qui vont pouvoir survivre sur ces aménagements-là et se diriger vers le champ quand on a une grande quantité d'autres ravageurs. Donc, en général, ce n'est pas quelque chose qui va nous causer des problèmes. Je vous en parlerai un petit peu plus loin dans quel cas ça peut causer problème. Une étude qui a été faite, qui est sortie l'année dernière, une méta-analyse de 40 études. Une méta-analyse, c'est qu'on prend, les auteurs ont repris 40 études qui avaient déjà été publiées, ont été chercher les données brutes, les mettent en commun, font ressortir différents aspects, font des analyses statistiques sur les 40 études mises en commun. Ils vont utiliser certaines façons pour essayer d'harmoniser les données pour qu'ils puissent être comparables. Et donc, ce qu'ils font, ils essayent de faire ressortir les constats principaux. Et ce qu'ils voyaient, c'est que comparativement aux bordures enherbées, il y avait quand même plus d'ennemis naturels dans les bordures fleuries que les bandes enherbées, entre autres les carabes et les araignées. Donc, même si on sait que les bordures enherbées sont intéressantes pour les carabes et les araignées, les bandes fleuries contiennent plus d'autres ravageurs, d'autres insectes, et donc sont plus intéressants. Ce qui ressort vraiment particulièrement, c'est des espèces de parasitoïdes dans les bordures fleuries. Comme je vous ai présenté tantôt, parasitoïdes, ils ont besoin de nectar, donc nécessairement vont être plus disponibles, vont être plus souvent, vont avoir une plus grande diversité, abondance dans ces bandes fleuries-là. Donc, le constat principal, c'était que ça supportait les ennemis naturels généralistes et spécialistes au sol et aussi aériens. Ça, c'est les résultats du genre d'analyse, méta-analyse. Quand on est proche de zéro, c'est que notre effet n'est pas significatif. Quand on est très loin de zéro, c'est que notre effet est significatif. Ici, il essayait de voir est-ce que notre bordure fleurie
Si on la laisse régénérer ou si on l'a semée, est-ce qu'il va y avoir une différence entre les deux? Est-ce que notre bordure semée, parce qu'on met beaucoup d'emphase à semer des fleurs dans nos bordures, est-ce que ces plantations-là, cet effort-là est gagnant finalement pour la lutte biologique? Finalement, ce que ça dit, c'est qu'il y avait moins de ravageurs, dans les bandes fleuries qu'enherbées, mais beaucoup moins dans les régénérés comparés aux semés. Donc, nos bandes régénérées, qu'on a laissé les fleurs naturelles du site repousser, ont beaucoup moins de ravageurs. Parce que c'est des fleurs qui sont souvent qui sont adaptées à l'environnement. Les ravageurs qui sont là sont déjà bien contrôlés par les amis naturels qui sont présents. Et aussi, dans leur étude, dans leurs 40 études, il y en avait 6 particulièrement qui parlaient des dommages aux cultures. Et ce qui ont fait ressortir, c'est qu'il y avait moins de dommages aux cultures adjacentes aux bandes fleuries que les bandes enherbées. Donc, les bandes fleuries, là, c'était une façon indirecte d'aller voir s'il y a un impact sur le rendement et tout ça, mais il y avait les bandes fleuries ont un impact certain. Puis les régénérer particulièrement, donc, c'est intéressant de voir que de laisser nos bandes avec des fleurs naturelles peuvent donner un effet qui peut être quand même très important sur la lutte biologique à côté. Je suis désolée, celle-là, j'ai oublié de la traduire. Ce que ça nous donne ici, c'est la relation. Vous avez le service de lutte bio. Donc, plus il est élevé, plus il est important. Vous aviez, quand on a en rouge, c'est quand on a des bandes fleuries, puis en noir, c'est quand on n'a pas de bandes fleuries. On a seulement des bandes enherbées. Donc, ils arrivaient à calculer qu'on avait une augmentation de 16 du contrôle biologique dans les champs qui étaient adjacents aux bordures fleuries naturelles comparé à des bordures herbacées. Donc, ça peut être suffisant pour réduire significativement l'utilisation de pesticides dans les champs adjacents. C'est sûr que là, c'était 40 études, c'est pas spécifique à une culture en particulier. C'était vraiment pour faire ressortir que nos bandes fleuries, régénérées ou non, ont quand même un impact très important sur le contrôle biologique et sur les dommages dans les cultures adjacentes et que les ravageurs étaient quand même moins importants dans des bandes avec des fleurs régénérées que des fleurs qui ont été semées. Je vais parler maintenant plus particulièrement des haies brise-vent puis de ce qu'on connaît sur le contrôle naturel, les études qu'on a faites au Québec par rapport à ça. Donc, une des premières études qui a été faite sur les carabes. Donc, les carabes reviennent souvent dans les études, comme je vous expliquais plus tôt, là, parce que c'est quand même facile à capturer puis à identifier. Une étude qui a été faite en 2005 et 2006 par Pascal Desbiens, une maîtrise à l'Université Laval, où il a été voir si les haies de sureau blanc et de frêne qui avaient été implantées en 1994, donc 10 ans, 11-12 ans plus tard, avaient un impact sur la diversité des carabes. Est-ce que ces carabes-là étaient plus importants donc dans des haies de sureau blanc et de frêne qui avaient été implantées là, dans les bordures de champs? Donc, les carabes, ce qui a montré, c'est qu'il y avait plus d'espèces dans les haies avec sureau blanc que les haies de conifères. Donc, il comparait avec des haies de conifères. Et puis, il était plus abondant dans les champs qui étaient adjacents aux haies avec sureau blanc que champs avec haies de conifères. Donc, oui, ces types de haies-là ont un impact. Puis, on voit aussi que le fait qu'il y ait des fleurs aussi a certainement eu un impact parce qu'il y a plus de ravageurs. Beaucoup des études qui ont été faites auparavant ne regardaient que la biodiversité et même les études qu'on a faites, souvent, c'est les fonds qui vont manquer pour être capable d'aller bien évaluer les dommages aux cultures et pouvoir aller plus loin dans l'évaluation économique. Une étude qu'on a faite avec Charles Lucier à 2 reprises, donc en 2013 et en 2018, sur les mêmes sites. Donc, c'est dans le bassin versant Missisquoi de la rivière au Brochet, donc autour de Notre-Dame de Stanbridge. Il y a un site qui n'est pas sur la carte, mais c'est des sites, un projet qu'on a fait à 2 moments, à 5 ans d'intervalle, où on mettait 3 stations d'échantillonnage par site en 2013 pour nos visites. On a refait les mêmes 3 stations en 2018, mais on a rajouté en fait des stations à 30 mètres et 60 mètres dans le champ adjacent.
On a été, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé des sites d'hibernation de coccinelles dans les haies. On a mis des pièges fausses dans les haies, puis en 2018, on a rajouté les pièges collants, on les a mis aussi à 30 mètres et 60 mètres dans le champ adjacent. Pour des raisons budgétaires, c'est des projets PADAR, là, on n'a pas regardé les organismes, les ravageurs directement sur les plans dans le champ, mais on a quand même regardé à 30 mètres et 60 mètres dans le champ adjacent si nos ravageurs pouvaient se disperser dans l'environnement. On se propose de refaire ce projet-là, mais avec aussi une évaluation plus poussée si on obtient les fonds. Mais donc, je vais vous présenter les résultats de 2013, les résultats de 2018 de ce projet-là. Les haies brise-vent ont été implantées il y a quasiment 20 ans, si je me souviens bien. Ce qu'on a vu, les coccinelles maculées asiatiques étaient observées dans les haies brise-vent, donc de ces sites-là, mais particulièrement au printemps et à l'automne. Donc, clairement, des sites d'hibernation de coccinelles, les haies, on le voit que pendant la saison, ils ne sont pas dans la haie, ils sont vraiment à l'intérieur des champs, mais elles reviennent dans ces haies-là. La coccinelle asiatique, avant qu'elle apparaisse chez vous, au mois d'octobre, elle va passer une partie de l'automne dans les boisés adjacents ou dans les haies adjacents au champ. Avant de se diriger, son signal, finalement, c'est souvent l'été des Indiens, une augmentation de la température. Vous allez les voir apparaître dans gros vols, là, souvent là, sur les bords de maisons qui sont éclairés à l'ouest au soleil couchant. Dans leur pays d'origine, les coccinelles asiatiques, elles vont se repérer avec des parois de roche qui reflètent certains UV infrarouges et elles vont se diriger vers ça à un certain moment dans la saison. Puis là, ben, c'est vos maisons qui font ce même signal visuel-là. C'est pour ça qu'on les retrouve à un moment plus au mois d'octobre, mais toute la période avant, elles vont quitter le champ, elles vont s'en aller dans les boisés là, avec d'autres espèces de coccinelles. Donc, ça reflète bien le fait que les haies ont une importance comme site d'hibernation, entre autres pour ces groupes-là. D'autres espèces qu'on a vues, les araignées. Fait que vous voyez ici, les haies brise-vent, c'est ABCD, puis le site témoin sans haies, c'est le noir. On voit clairement qu'en début de saison, les araignées sont très, très, très importants dans les pièges fausses, surtout à peu près tous les sites. Puis les sites témoins restent vraiment similaires. Donc, c'est aussi clairement un refuge pour l'hiver, pour les araignées. Puis après ça, ben, on voit que ça diminue parce que là encore, elles se sont dirigées vers les champs adjacents. On n'a pas vu le retour au niveau de l'automne. Elles reviennent peut-être un peu plus tard. Les araignées sont capables de supporter des températures un peu plus basses. Ce qu'on a vu aussi, et ça reflète ce qu'on voit souvent dans les études, c'est que les carabes étaient beaucoup plus importants sur les sites témoins. Donc, vous voyez là, ici là, en noir, là, on voit très bien que la bande enherbée, très, 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 on voit là, le retour vers le site d'hibernation à la fin de l'été dans la bande enherbée, dans le site témoin. C'est de là l'importance d'avoir ce type d'aménagement quand même sur la ferme. Parce que ben, pour ces groupes-là, c'est très important. Une chose qui avait été super intéressante en 2013, c'est qu'on avait trouvé une nouvelle espèce de carabe, donc au Québec, mais il n'était pas dans les bandes témoins, il était dans une haie brise-vent. Donc, une nouvelle espèce identifiée. Ça sert à ça aussi, on le sait, c'est un besoin d'avoir plus de diversité. Puis les haies brise-vent, ben, là, on voyait qu'une haie avait abrité une nouvelle espèce. Donc, c'est ce qui était une belle nouvelle. Donc, les bandes enherbées, il faut penser que c'est quand même quelque chose d'important dans le paysage sur votre ferme. Pas juste ça, on le voit, les bandes fleuries, les haies brise-vent aussi. En 2013, donc, sur les pièges collants, on avait 7600 insectes. On avait plus de pucerons dans les haies brise-vent quand même, mais là, je vous épargne un peu tous les résultats. Là. On avait plus de prédateurs, donc de coccinelles, de staphylins, de mouches et de parasitoïdes dans les haies brise-vent, par contre. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'exemple des mouches de Lycopodidae. Ici, c'est des mouches prédatrices généralistes qui vont attraper d'autres insectes en vol. Clairement, bon, le noir, c'est le témoin. Dans les haies brise-vent, on en avait significativement plus là, sur nos pièges collants.
Donc, on a refait le même exercice de façon assez similaire quand même en 2018. On voulait voir est-ce qu'il y avait une évolution, une certaine évolution sur les sites, mais on voulait aussi aller voir dans le champ adjacent. Donc, comme je vous ai dit, on a regardé dans la haie, mais on a été voir à 30 mètres et à 60 mètres à côté de la haie dans le champ adjacent qui était soit en soya, soit en maïs cette année-là. On a capturé 239 000 arthropodes, principalement des trips. Donc, c'était une très grande quantité à compter. Pour un projet PADAR, vous imaginez, on a quand même compté, dénombré, on s'arrêtait à 10 000 trips là, par piège collant quand il y en avait beaucoup, avec des prédateurs et 10 000 autres. Et là, on voit 5 ans plus tard, on avait 2 fois plus d'arthropodes dans nos haies brise-vent que notre site témoin dans cette année-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on avait plus de prédateurs à 30 mètres de la bordure, peu importe si on avait ou pas une ébrise-vent, mais c'est les parasitoïdes. Et là, ça vient confirmer que nos bordures avec ébrise-vent, ici, c'est les dates en bas. Donc, vous avez la haie, 30 mètres, 60 mètres. Donc, avec haie ici, sans haie, brise-vent, à droite. Les dates différentes couleurs. Puis on voit que le 11 juillet, ben, les parasitoïdes, même à 60 mètres sur les pièges collants à l'intérieur du champ, on les retrouvait en grande quantité. Ça va être lié, je vais vous montrer après les pucerons, mais on voit que les parasitoïdes, quand il y a une haie, déjà il y en a plus, et peuvent se diriger jusqu'à 60 mètres à l'intérieur du champ. Quand on regarde les ravageurs, et là, c'est là que l'effet de la haie brise-vent a été particulièrement important. Donc, les trips ici, avec haie brise-vent, 30 mètres, 60 mètres à l'intérieur, sans haie brise-vent. La bordure, le 30 mètres, le 60 mètres. C'est sans haie brise-vent, les trips. Puis là, comme je vous disais, on a arrêté de compter à 10 000 trips par piège collant. Les trips peuvent causer quand même passablement de dommages dans plusieurs cultures, surtout les horticoles, mais on voit l'impact très, très clair de la haie sur ce ravageur-là. Et la même chose sur le puceron, quand on n'a pas de haie, on voit clairement que même jusqu'à 30 mètres, puis même pour les trips jusqu'à 60 mètres, il y a quand même une quantité de pucerons vraiment beaucoup plus importante quand il n'y a pas de haie. C'était vraiment le résultat qui a été comme le plus surprenant, bien pas le surprenant, mais le plus intéressant là, en 2018 par rapport à ça. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on le sait déjà que la haie agit comme une barrière, mais dans le cas présent, les haies avaient grandi et donc a joué son rôle réellement de brise-vent. Les trips, les pucerons, c'est des insectes qui vont se laisser porter par les vents et qui, souvent, en cours de saison, vont être à 10-12 mètres de hauteur à peu près quand elles vont se changer de champ, entre autres. Et la haie peut jouer un rôle très, très, très important. Juste vous montrer un schéma, mais on sait depuis quand même longtemps que la haie va nous protéger jusqu'à 60 mètres, justement, jusqu'à 20 fois la hauteur des arbres, à peu près sur 200 mètres. Donc, dans le cas présent, dans ce projet-là, on a clairement démontré que pour des petits insectes, comme les trips, les pucerons, qui se laissent porter par les vents, la haie a joué son rôle. Puis l'été dernier, quand on est allé, on a fait une visite avec Charles, s'il y en a peut-être parmi vous qui étaient là, mais on a été revisiter ces sites-là. Puis le producteur mentionnait que, en 2022, quand on a une grosse, grosse infestation de pucerons du soya, lui, on n'a pas vu dans son champ de soya à côté de sa haie. Donc, c'est un témoignage, mais on a des données qui le démontraient aussi déjà en 2018. Donc, un impact qui peut être quand même suffisant pour ne pas avoir à utiliser d'insecticide, par exemple. Il n'y avait pas utilisé d'insecticide en 2022 pour le puceron du soya dans ce champ-là, adjacent là. Une des questions qu'on pose souvent, c'est est-ce que selon la complexité de la haie, est-ce qu'on va avoir un effet qui est différent sur les champs adjacents? Fait qu'il y a une équipe qui s'est posé la question en Grande-Bretagne, qui a comparé une bande fleurie, une haie simple, juste une bordure simple d'arbres, et une haie plus complexe au niveau là, des arbres. Puis donc, ils regardaient l'abondance sur les ennemis naturels et pollinisateurs dans les champs de céréales adjacents. Est-ce que la complexité de la haie, on voyait une augmentation finalement du contrôle naturel par rapport aux haies?
Et est-ce que le fait de simplifier le paysage va diminuer le contrôle naturel? Donc, il regardait à deux niveaux local, mais il regardait aussi au niveau du paysage. Puis, bon, ça semble compliqué un peu comme figure, mais comme je vous disais tantôt, quand on est proche de zéro, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Quand c'est noir, c'est qu'il y a un effet. Quand c'est blanc ici, il n'y a pas d'effet. Donc, contrôle biologique. Et ce qu'il a regardé, c'est le pourcentage de haies dans l'environnement, puis le pourcentage de la culture dans l'environnement. Puis on voit que le pourcentage de haies dans le paysage, quand on voit plusieurs points noirs ici, semble affecter les parasitoïdes, les pollinisateurs, entre autres. Et ce qu'ils ont été capables de démontrer avec leur étude, c'est quand on augmente de 1 à 6 dans leur paysage, puis ça, c'était sur 1 kilomètre de diamètre, on augmente 1 à 6 du couvert de haies dans le paysage, on passe de 12 à 18 de l'augmentation du parasitisme dans les céréales, dans les champs de céréales. Donc, cette augmentation, on voit une augmentation de 1 pour 1, 6 du couvert de haies dans le paysage, on vient d'augmenter de 6 notre taux de parasitisme, qui était des premières études quand même à démontrer cet impact-là. Ce qui était le plus important, c'est que le fait d'avoir 6 de haies dans le paysage, on augmente de 70 le taux de visite des pollinisateurs dans la culture et la production de grains aussi a augmenté significativement. Donc, on voit que ce n'est pas tant la complexité de la haie. Le type de haie n'avait absolument pas d'incidence sur la lutte biologique et les autres services, donc la pollinisation et tout. C'est vraiment la complexité du paysage qui était le plus important dans cette étude-là. Ce qui était vraiment intéressant de dire, bon, ben, dans nos aménagements, quand on pense à aménager, le fait de choisir une bande fleurie ou une haie n'a peut-être pas tant d'importance, mais c'est plus de le diversifier et d'augmenter le pourcentage sur notre ferme pour aller chercher cet impact-là sur la lutte biologique. Avant de prendre une petite pause pour passer à la suite, je veux juste parler très brièvement des pathogènes. On le sait, il y a quand même plusieurs études, plusieurs. Il y a quelques études, je dirais, sur les pathogènes. Ici, on voit un puceron du soya infecté par Pandora neoaphidis, qui est un champignon pathogène des pucerons, pas juste du puceron du soya, mais de plein d'autres pucerons. On sait par quelques études qui avaient été faites là, autour des années 2010 que ce champignon-là est supposé, techniquement, il ne survit que sur des hôtes vivants, mais il est quand même capable de survivre dans le sol pendant quelques mois s'il n'y a pas d'ultraviolet, s'il est protégé par le soleil puis par les variations de température. Mais c'est surtout qu'il peut être transporté par des prédateurs qui ont hiberné dans la bordure. Donc, si on a des sites d'hibernation de coccinelles, par exemple, eux, quand ils se promènent, ils peuvent transporter le champignon, ils vont aller infecter les pucerons dans les colonies de pucerons. Et donc, on peut augmenter finalement le contrôle biologique et par la prédation et par les pathogènes et les entomopathogènes. Et ce qui a été montré par les différentes études, c'est que ça se transmettait aux pucerons si la bordure était beaucoup plus quand la bordure était diversifiée. Donc, de là, de penser à avoir quelque chose qui est plus les bandes fleuries avec des haies, des arbustes et tout ça, on a une meilleure survie de notre pathogène. Il y a une étude qui a été faite au Québec, qui avait été commencée par ma collègue Agnès Gagnon et que Sébastien Bockel au Sérum a continué. Notre question était de savoir si les bandes fleuries avaient une incidence sur ce champignon entomopathogène-là et sur les pucerons dans les champs adjacents. Malheureusement, les années où on a fait ces études-là, les conditions météo n'étaient vraiment pas favorables au développement de champignons. C'était très sec, il n'y a pas eu assez de pluie. Il n'y avait pas beaucoup de pucerons du soya non plus, malheureusement, dans ces années-là. Ce qui fait qu'on n'a pas on n'a pas été en mesure de vraiment identifier si nos bandes fleuries avaient un effet plus ou moins. Par contre, ce qui avait été démontré, c'est que le taux d'infection du puceron du soya, quand il y en avait, était significativement plus élevé près de la bordure fleurie. Donc, il y avait quand même un certain effet. Mais c'est sûr que c'est le genre d'études qui vont être à poursuivre, puis à vraiment plus mettre de l'avant, puis à trouver des financements pour aller plus loin dans ce genre d'études-là. Si je résume les effets des aménagements, les bandes enherbées, fleuries, les haies, arbustives, brise-vents sont vraiment, vraiment importants parce que c'est des sites d'alimentation, de reproduction, d'hibernation pour les pollinisateurs, les prédateurs parasitoïdes entomopathogènes.
ils sont très importants pour supporter les différents groupes toute la saison. Donc, on sait que les parasitoïdes et les pollinisateurs sont dépendants du pollen et du nectar, mais les prédateurs peuvent survivre très bien là-dessus aussi. Les bandes régénérées apporteraient plus de bénéfices aussi. On a vu une étude qui montre qu'il y a 16 d'augmentation du contrôle en présence de bandes fleuries versus les haies avec des arbres. Puis, ça peut servir contre certains ravageurs pour les ennemis naturels. Pourquoi ces aménagements-là pourraient ne pas être efficaces? On sait que dans certains cas, les bandes fleuries peuvent retenir les pollinisateurs et les ennemis naturels au détriment des cultures adjacentes. Donc, si elles sont trop intéressantes, elles peuvent les retenir dans certains cas si la proie focale, donc du champ aussi, est moins intéressante pour les prédateurs qui sont attirés dans les bandes. Donc, il reste quand même des études à faire par rapport à ça. Elles peuvent être moins efficaces si les ravageurs sont des espèces exotiques envahissantes, comme par exemple la drosophile à ailes tachetées. Les aménagements semblent moins être efficaces parce qu'il arrive souvent que la drosophile va être intéressée aussi par certaines plantes à fleurs qui font des fruits qui vont être intéressantes pour elle dans la bordure. Mais souvent, c'est le cas des espèces exotiques envahissantes. La bordure n'a pas d'ennemis naturels pour les nouvelles espèces qui arrivent. Donc, il n'y a pas de contrôle qui se fait dans ces bordures-là, ni dans le champ non plus, le temps qu'il y ait un équilibre qui se fasse avec les espèces exotiques envahissantes. Ces aménagements peuvent ne pas être efficaces. La qualité des plantes dans la bordure. Par exemple, quand il y a eu des herbicides, qu'il y a eu des dérives, si les plantes en bordure sont de moins bonne qualité, c'est sûr que là, nos prédateurs ennemis naturels sont en moins bonne santé parce que la bordure est moins de qualité. Puis, ce qu'on va discuter par la suite, c'est qu'il y a 3 paramètres importants, la diversité des plantes annuelles versus vivaces, impact du paysage. Je vais m'arrêter là pour un petit pause. Geneviève, juste avant, je pense qu'il y avait une petite question de compréhension pour ton premier point. Là, les bandes fleuries peuvent parfois retenir les pollinisateurs et les ennemis naturels au détriment des cultures. Peux-tu nous redire, c'est dans quel cas que ça pourrait se présenter, ça? Ça, c'est quand tes fleurs puis tes ravageurs qui sont dans tes bandes fleuries sont beaucoup plus intéressantes que le ravageur qui va être dans la culture ou le pollen qui va être dans la culture. Donc, dans certains cas, la bande fleurie va les retenir parce que ça contribue à absolument tous leurs besoins de façon optimale. Fait que c'est pour ça que dans certains cas, ça peut survenir. Fait que ça dépend vraiment de la culture qui va être adjacente. OK, merci. On avait aussi des petits commentaires dans le chat, mais c'était des commentaires un peu pour tout le monde. Donc, Bruce Gélina, qui est agronome au MAPAC, là, qui nous disait que le programme Primevert peut soutenir la plantation d'arbres isolés. Je rajouterais aussi que le nouveau programme Primevert a une bonne subvention pour les îlots fleuris. Là. Ça, c'est un des aspects quand même où le montant a augmenté. Puis, Bruce nous disait aussi que dans le plan d'action de la Mauricie, il y a une priorité qui est pour la comparaison d'implantations spontanées et aménager d'écosystèmes linéaires favorables à la biodiversité. Ça, c'est quand même intéressant à aller voir. Donc, on partirait pour une petite pause. Il est 10h10. Donc, on vous invite à se retrouver ici à 10h15 dans la deuxième partie. On va poursuivre. Parfait. C'est que l'enregistrement est reparti. Donc, je peux poursuivre, Geneviève. Oui, merci. J'espère que vous avez pris le temps de mettre des questions en note. Si vous en avez, on va prendre le temps à la fin de discuter. Donc, j'avais oublié une diapositive en fait, mais ça reprenait un peu les bordures de champ, tous les bénéfices, puis les effets non intentionnels aussi là, qu'ils peuvent avoir. Tous les bénéfices de la bordure de champ, en fait, qui ont des effets sur la protection de l'environnement, la conservation de la nature, le recyclage des nutriments, la pollinisation, la lutte bio, donc pour une meilleure production, mais qui a aussi certains effets non intentionnels qui peuvent arriver, mais qu'on peut mitiger, par exemple. Par exemple, quand on a des invasions de mauvaises herbes, on peut essayer d'implanter des plantes non susceptibles en bordure de champ ou qui peuvent faire une compétition à certaines de ces mauvaises herbes-là. Les autres, des fois, on a des bordures qui sont hautes de ravageurs et de maladies, mais il y a des plantes non susceptibles aussi qui peuvent être privilégiées finalement dans les bordures de champ pour réduire
entre autres pour la drosophile à LTHT. C'est des méthodes qui ont été utilisées dans certaines études là, pour réduire l'incidence de cette espèce-là dans les champs adjacents. Mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Je voulais quand même aborder l'effet du paysage parce que je crois qu'il y a certains pays qui sont rendus vraiment plus à ce niveau-là, au niveau de l'impact du paysage à plus large échelle. On parle beaucoup d'effet local. On a quand même certaines données qui montrent que l'effet local est très important, mais il y a aussi un effet du paysage agricole à plus large échelle et de le voir pas juste sur champ par champ, à l'échelle d'une ferme, à l'échelle aussi, à plus large échelle régionale, je pense qu'on se doit d'aller vers ce genre de notion-là. Ça, c'est pas un paysage d'ici, là, mais la photo était très belle. Pour pouvoir penser en termes de paysage, il faut aussi comprendre les insectes. Nos ravageurs, nos prédateurs, il y a beaucoup d'espèces qui vont être des bons voiliers. Des coccinelles peuvent voler sur des grandes distances. Donc, il y a certains paramètres du paysage qui vont avoir une influence sur leur vol, leur capacité de vol, mais certainement moins grand que, par exemple, les parasitoïdes qui ont des distances de vol qui vont être beaucoup plus petites et que là, le paysage va avoir une bonne incidence. Et les pucerons, ici, c'est un puceron lanigeaire, là, mais les pucerons, eux, vont, ben, comme on l'a vu, les haies vont avoir une grosse incidence parce que c'est des vols passifs. Entre autres, les ravageurs, surtout ceux qui vont migrer. On a beaucoup d'espèces de ravageurs qui vont migrer du sud des États-Unis, par exemple. Le puceron du soya est un très, très bon exemple de ça. Ils vont, comme ce n'est pas des très bons voiliers qu'on appelle, ils vont nécessairement, pour décider de l'endroit où ils vont atterrir quand ils viennent de très grandes distances, ils vont y aller avec la couleur. Donc, les longueurs d'onde qui vont être émises par la plante au soleil, ça va être ça qui va leur faire décider s'ils se laissent tomber dans le champ ou non. Et ça, on sait que quand on mélange les insectes par différentes couleurs, donc les intercalaires sont une très bonne façon de faire un contrôle à plus large échelle parce qu'on vient mélanger les couleurs dans un même champ. Ça ne sera pas le champ qu'ils vont préférer se laisser tomber parce qu'il y a un risque que ça ne soit pas leur culture haute. Ils vont préférer des grandes surfaces qui ont une seule plante. Donc, même les méthodes où on va mélanger différents cultivars dans un même champ peuvent être très efficaces parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes longueurs d'onde. Ça va mélanger ces ravageurs-là qui ne vont pas se laisser, qui ne vont pas faire le choix de se laisser tomber. Donc, quand on pense en termes de paysage, mais cet effet-là sur les ravageurs peut être mis à profit de façon très grande. Donc, je pourrais donner une conférence de plusieurs heures sur juste le paysage agricole. Je veux juste vous faire un petit survol de ce qu'on a fait au Québec. Puis, généralement, le paysage va influencer les ravageurs, va influencer leur répartition et aussi les ennemis naturels. Ça peut influencer l'intensité du contrôle biologique aussi. On sait que de base, les habitats plus complexes, diversifiés vont avoir une plus grande abondance des ennemis naturels et un meilleur contrôle biologique. C'est quand même assez reconnu. C'est sûr que là, je vais vous présenter quelques études québécoises qui ont été faites dans les dernières années. Une des premières études, parce que les analyses de paysage, ça date quand même pas de très longtemps, là. On a commencé dans les années 2000 là, parce que nos outils, QGIS, ArcGIS et tout ça, nous permettaient d'aller faire ce genre d'analyse-là qu'on n'était pas capable de faire avant ça. Donc, une étude qui a été faite par Nathalie Roulet à l'UQAM pour son doctorat. Elle a été étudier 4 espèces de pucerons dans les champs de maïs et leurs ennemis naturels dans le bassin versant de la rivière l'Assomption. Donc, dans son étude, elle a eu 37 champs de maïs. Elle regardait 20 plants de maïs aux 2 semaines pour voir les espèces de pucerons, les ennemis naturels. Elle a regardé la structure du paysage sur 500 mètres de rayon et elle a calculé des ratios ennemis naturels-proies. Quand on fait des analyses de paysage, on prend un rayon de 500 mètres ou de 1 km ou 1,5 km et on analyse dans ce cercle-là la quantité, la diversité des cultures. On mesure les haies, entre autres, la longueur des haies, le type de haies quand on peut. C'est sûr que quand on y va avec photo, on n'est pas toujours sûr, mais on est capable de voir si c'est boisé ou pas. On est capable d'estimer, bon, on regarde les cours d'eau, on regarde les villes, on regarde les routes, on regarde différents paramètres du paysage qui pourraient avoir un impact sur et nos ravageurs et nos ennemis naturels. Et donc, dans son cas,
Vous voyez ici, c'est la forme des champs, donc c'est un indice qu'elle a calculé. Plus c'est élevé, plus ça veut dire qu'il y a des grandes frontières avec d'autres champs. Donc, le champ, il n'est pas très compact, il est beaucoup plus grand. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'abondance les 4 espèces de pucerons qu'on peut retrouver dans le maïs, l'abondance par 20 tiges. Donc, sur 3 des 4 espèces, on voit que quand les champs sont compacts, donc la forme des champs plus petits, plus compacts, des plus petites frontières avec d'autres sites, il y a moins de pucerons. Donc, ce qui revient un peu à l'explication que des grandes surfaces pour les pucerons vont être plus intéressantes quand ils vont se laisser tomber parce que beaucoup de ces espèces-là arrivent aussi par des grands vents. Et ce qu'il y avait aussi comme information, c'est que le taux de prédation était plus élevé quand les champs de maïs étaient petits et de forme compacte. Donc, nécessairement, on avait plus d'ennemis naturels qui pouvaient se disperser plus rapidement dans les champs. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet-là du paysage changeait en fonction de la période de l'été. Donc, vous avez les zones cultivées, c'est en blanc, les zones non cultivées, c'est en noir. Fait que vous voyez, selon la période 2005-2006, la période de l'été, c'est soit les zones non cultivées en début de saison qui avaient une influence sur le taux de prédation. Plus tard, c'était l'effet des habitats non cultivés et des bois. Au début, c'était les cultivés, excusez-moi. Après ça, c'était les habitats non cultivés, les boisés. Et après ça, c'était l'effet des habitats qui étaient non cultivés qui avaient une incidence sur notre taux de prédation. Donc, c'est une façon indirecte d'aller vérifier que notre paysage aussi est variable, va avoir une incidence qui est variable sur notre contrôle biologique au cours de l'été. Donc, de là, l'importance d'avoir une diversité du paysage aussi autour de nos champs. Une des études dont j'ai parlé quand même assez souvent, c'est l'étude le projet de doctorat de Julie-Éléonore Maison-Haute qu'il a fait à l'UQAM avec Eric Lucas et moi-même comme co-directrice, où elle a utilisé les données du RAP Grande Culture de 2006 à 2012 en Montérégie, Montérégie-Est, Montérégie-Ouest. Donc, elle a échantillonné, elle n'a pas nécessairement échantillonné elle-même, elle en a fait elle-même de 2010 à 2012, mais elle a plus d'une centaine de champs là, qui ont été utilisés pour ces données de paysage. Là. Et ce que ça montrait, en fait, on sait que le puceron de soya a été quand même très important certaines années, surtout 2007, entre autres. On a eu 2011 aussi, qui était une forte infestation dans ces années-là. Elle a regardé si la proportion du soya dans son cercle de 1,5 km et la richesse des cultures, donc le nombre de cultures qu'il y avait dans notre cercle de 1,5 km avait une incidence sur les pucerons ici. Ici, c'est les pucerons jours accumulés. On parle de 10 000 pucerons jours pour un seuil d'intervention avec des pesticides. Ce qu'elle a pu démontrer, c'est que dans un diamètre de 1,5 km de paysage, on atteignait un seuil d'intervention du puceron quand on avait 35 de soya. Donc, la culture, plus on augmentait la monoculture de soya dans le paysage, plus on avait de risques d'atteindre notre seuil d'intervention et de devoir traiter avec des pesticides. En bas de ça, il n'y aurait pas ça n'aurait pas été nécessaire de traiter contre le puceron de soya. Et aussi, ici, c'est la richesse des cultures. Plus on a de cultures dans notre rayon de 1,5 km, moins on avait de pucerons de soya. Donc, à 6 cultures différentes, on avait vraiment moins de pucerons. Et un autre effet qui a été montré, c'est que les boisés avaient une incidence certaines années pour les ennemis naturels, entre autres pour le potentiel d'hibernation. Donc, pour le puceron du soya, la diversité était quand même très importante, mais c'est surtout aussi d'avoir un pourcentage de proportion de soya moins importante dans le système. Une dernière étude, une étudiante qui est en train de terminer son doctorat, Marie Dottavio, sur le canola, en fait, où elle a échantillonné ou utilisé des données du RAP, encore là, de 2015 à 2020 là, dans les champs de canola au Québec. Vous voyez là, les sites là, qui ont été dépistés à différentes reprises, soit par des conseillers, soit par elle-même. Donc, elle a fait aussi, c'est échantillonnage par filet Fauchoir. Donc, vous voyez le charançon ici, si vous ne connaissez pas. Et elle a évalué, elle récoltait des silés, il y avait des silés qui étaient récoltés, qui étaient envoyés soit au sérum ou qu'elle a fait elle-même
Elle évaluait l'émergence des parasitoïdes là, provenant de 1000 siliques par champ. Parce qu'il y a un parasitoïde qui est arrivé naturellement de l'Europe, donc qui fait un très bon contrôle du charançon de la silique. Elle voulait voir est-ce qu'il y a une incidence du paysage sur et le charançon et le taux de parasitisme là, au Québec pour pouvoir aménager, entre autres, si c'est nécessaire dans les champs. Oui. Puis, donc, dans les résultats qu'il a eus, il y avait plus de charançon s'il y avait plus de routes. Donc, les routes peuvent être des couloirs de dispersion pour certains des ravageurs, les coléoptères, c'est des bons voiliers, mais les routes, ça leur permet de se promener plus facilement d'un site à l'autre, semble-t-il. Et quand il y avait de la présence de céréales dans la rotation. Ce qui est intéressant, c'était le parasitisme. Donc, vous voyez ici, c'est un parasitoïde à l'intérieur d'un silique de canola. Ils sont vraiment très minuscules, ces petits, ces guêpes-là. Là, il y avait une augmentation du parasitisme du charançon du canola, donc plus grande diversité du paysage, la présence de prairies de pâturage, ça, c'est un des aspects, là, on le sait, c'est quelque chose qui va augmenter beaucoup, surtout les parasitoïdes, les amis naturels, et la forme des champs plus petits. Là, donc, c'est très, très, très résumé. C'est une étude qui est encore en cours. Il reste quelques articles à sortir. Elle va soutenir dans la prochaine année. Donc, j'ai parlé très brièvement de l'effet du paysage parce qu'on connaît quand même, on est vraiment dans beaucoup d'études là, présentement sur ces effets-là pour faire ressortir des paramètres plus globaux qui vont influencer. On le sait qu'il y a des paramètres qui vont influencer les ravageurs, les amis naturels. Ce qui est ressorti des quelques études qui ont été faites au Québec, c'est que dans le maïs, la forme des champs va avoir une influence. Ça peut varier en fonction de la période de l'été. Le soya, c'est notre proportion de soya dans le paysage, puis la richesse des cultures, les boisés. Le canola, c'est la diversité des cultures, d'avoir des cultures plus pérennes, la forme des champs qui peuvent avoir une incidence. Ce qui est très clair, en tout cas pour le paysage, puis quand on le lit avec nos aménagements pour la biodiversité, c'est que c'est un genre d'analyse qui pourrait éventuellement permettre une gestion des ravageurs à plus large échelle. C'est un souhait, bien, c'est un souhait. Je pense qu'on commence à avoir suffisamment de données pour qu'on ait des outils éventuellement. Il y a des chercheurs à travers la planète qui travaillent à ce sujet-là. L'Université du Québec à Trois-Rivières aussi a des aspects au niveau du paysage, vraiment. Et donc, je pense que ça pourrait être quelque chose par quoi on devrait tendre pour avoir une gestion plus vaste, un peu plus haut, en tout cas, des ravageurs. Je vais vous parler brièvement d'argent. Évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre de savoir qu'est-ce que ça vaut nos aménagements puis pour la biodiversité, puis tout ce qu'on fait pour diversifier notre paysage finalement sur notre ferme. Les auteurs s'entendent tous pour dire qu'il y a très peu d'études qui mesurent l'impact des aménagements sur le rendement des cultures adjacentes. On avait fait avec ProConseil, justement, on avait fait une analyse préliminaire en 2018 du projet là, des haies brisement de l'OBV-Bémessisquoi. Et ce qu'on sortait, vu qu'on n'avait pas pu vraiment mesurer sur le puceron du soya et tout ça, et les rendements, c'est les données permettent de supposer que la présence des haies aurait permis d'épargner un traitement insecticide. Donc, 15 $ par hectare, plus 14 $, donc 29 $ à l'hectare qu'on aurait pu économiser. Il y a une étude qui a été faite dans les dernières années en Californie où les chercheurs ont décidé de vraiment s'attaquer à cette question-là de qu'est-ce que ça vaut réellement. Mettons, on veut installer une haie, on veut vraiment l'aménager en bordure de champs. Eux ont choisi des champs de tomates, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, OK, si on a une culture, une année sur 3 qui a besoin de pollinisation, puis les autres années, on a d'autres cultures. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des pots de plants de canola dans les champs pour aller aussi voir l'effet sur la pollinisation pour d'autres cultures qui n'ont pas, des cultures qui ont besoin de pollinisation, mais aussi des cultures qui n'en ont pas besoin. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été évalués les ravageurs sur les tomates, ils ont été évalués la pollinisation sur le canola, puis ils ont évalué aussi les coûts d'installation de la haie, le bénéfice, ils ont calculé les bénéfices de la réduction potentielle de l'utilisation des pesticides dans la tomate et l'augmentation potentielle de la quantité de grains et des visites grâce à la pollinisation dans le canola. Ce qu'ils ont vu, c'est que seulement 1/8 de champ de tomates aurait nécessité une application d'insecticides en présence de haies, donc quand il y avait des haies en bordure des champs. Donc,
une 75 de réduction d'utilisation d'insecticides. Et il y avait une augmentation de 21 du rendement par les pollinisateurs, donc dans le canola, quand il y avait une haie. Donc, clairement, la haie avait, sur les 4 sites témoins, les sites avaient haie, il y avait vraiment une très grande incidence, finalement, de l'aménagement de cette haie-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des scénarios d'années, donc les années après la restauration de la haie. Donc, ils ont mis une haie ici, puis là, ils regardent combien d'années ça va être payant. On va être capable de regagner notre investissement par rapport à la haie avec 4 scénarios. Donc, je vous présente. Le scénario, c'est le 1 ici, c'est de calculer seulement le bénéfice de la réduction de l'insecticide une fois par année, par exemple, dans la culture qui est en présence. Donc, ça prend à peu près 15 ans pour revenir à notre profit. Si le scénario 2, c'est qu'on a les bénéfices de la réduction de l'insecticide, mais le USDA, le gouvernement américain, paye 50 de l'implantation de la haie. Et donc, là, on se retrouve avec plus 7 années avant qu'on se retrouve avec à regagner l'argent qu'on a mis dans notre haie. Si on regarde les bénéfices de la réduction de l'insecticide et un effet de pollinisation une fois par 3 ans. Fait que les scénarios 1 et 2, c'est vraiment des cultures qui n'ont pas besoin de pollinisation. Les scénarios 3 et 4, c'est avec pollinisation. Et donc, le scénario 4, c'est payé par le USDA. Et donc, on est entre 5 et 7 ans avant qu'on retrouve notre profit, notre investissement de base. Donc, pour eux, c'était une haie de 300 mètres à 4 000 US qui, au départ, est payée en totalité ou à 50 donc c'est 16 ou 9 ans juste pour l'impact, le bénéfice qui est lié au contrôle naturel des ravageurs de notre haie ou 7 ou 5 ans pour le service de pollinisation. Donc, en résumé, parce que j'arrive un peu à la fin de la présentation, on aura le temps de faire des discussions. Ce que j'ai essayé en tout cas de vous montrer, c'est que, on a des groupes fonctionnels qui sont très diversifiés, dont il faut prendre soin à l'intérieur de nos aménagements. Il faut penser plus à différents groupes qu'on voit moins, qu'on pense moins, mais qui sont très, très présents et qui vont jouer un très grand rôle. On le sait que les plantes à fleurs régénérées, même, auraient une plus grande incidence. Les haies, les bandes rivaines, les bandes enherbées, les boisées. Dans le fond, tout ça, c'est un tout. Ce n'est pas juste un type de haie qui va nous amener des bénéfices. C'est vraiment l'ensemble de ces haies-là et de ces aménagements-là. Il faut penser à cette diversité-là au sein des fermes et du paysage. On sait que la plus grande diversité de nids naturels puis le contrôle qui va être meilleur, c'est parce qu'ils ont des ressources alternatives, soit des proies, du nectar, du pollen. Ils ont des refuges, soit pour l'hibernation, les perturbations durant la saison. Donc, c'est vraiment des aménagements très, très, très importants, mais tout au long de la saison. Puis, j'ai abordé brièvement le paysage agricole à plus large échelle, qui a aussi son importance dans le biocontrôle. On a besoin de plus d'études de ce genre pour mieux comprendre les paramètres, parce que d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre même, il y a des changements qui peuvent être, c'est très, très variable d'un endroit à l'autre, mais je pense que ça nous aiderait grandement si on le voyait à plus large échelle. Puis, pour la suite, bien, on a besoin de plus de recherche sur les impacts des bordures, du paysage, sur la lutte intégrée. Les impacts économiques, je vous ai présenté une étude, c'est la seule que j'ai réussi à trouver. Il y en a peut-être d'autres, je n'ai pas extensionné, je n'ai pas une revue de littérature complète, mais les impacts économiques, tout le monde s'entend pour dire qu'on a très, très peu de données. Donc, pour les différents types aussi de rotation qu'on peut avoir, c'est fait en Californie, ce n'est pas sous nos conditions, mais c'est clair qu'il y a ce besoin-là. On a besoin, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup de données qui sont présentes dans le milieu. Je pense que la majorité des clubs conseils font des aménagements présentement. Il y a toutes sortes de données qui sont prises par différents organismes. Je pense qu'on a besoin de concertation pour mettre tout ça en commun. Pour qu'on ait vraiment un portrait d'ensemble de ce qui se passe. En tout cas, au Québec, il se fait énormément de choses. Je pense que ça peut être très, très, très utile. On a besoin aussi de transférer les connaissances. Je pense que le Pro-Conseil le fait. On le voit, il y a différents organismes aussi qui commencent à le faire, des fiches, toutes sortes de choses. Je pense qu'on a ce besoin-là aussi.
mais la mise en commun aussi de tout ça, les collaborations, je pense que ça peut être très, très gagnant. Puis la coordination des actions, parce que c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font plein d'actions et ça peut être vraiment très bénéfique, au moins que tous les acteurs de ça puissent être remis en même temps dans les mêmes endroits pour discuter. Il y a énormément de gens qui ont travaillé là-dessus. Je veux remercier mes collaborateurs plus près, là, Charles Lucier, Jennifer de Almeida qui a fait beaucoup d'identification, ma collègue Julie-Léonore Maison-Haute là, pour beaucoup de ces données, qui a fait aussi le ruisseau Brandy, les différents clubs qui ont été impliqués. J'en oublie, je suis vraiment désolée si j'en oublie, les OBV avec qui j'ai travaillé aussi. Si vous avez des questions, commentaires, si vous voulez développer des projets, je suis disponible. Donc, je laisse mes coordonnées. La présentation sera disponible aussi par la suite. Puis, avez-vous des questions? Je vais arrêter le partage. Super, merci beaucoup, Geneviève. C'était vraiment très complet et très, très clair. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de questions dans le chat, mais on va peut-être laisser les gens soit lever la main ou écrire. On peut faire un peu comme vous voulez. Moi, j'en ai une, peut-être, en attendant que Yannick se passe dans le chat. Je me demandais... Oh, je vais parler dans les yeux. Je me demandais si on connaissait un petit peu les interactions avec les oiseaux, parce que, tu sais, on a quand même souvent des interventions sur les aménagements avec des haies, des arbres isolés, etc., les prairies, on sait que c'est bon pour les oiseaux. Là, tu nous as beaucoup parlé pour les pollinisateurs et les ennemis naturels. Puis là, je me demandais, tu sais, on sait-tu à un moment donné, c'est tellement bon pour les oiseaux qu'ils finissent par manger nos ennemis naturels, tu sais, ou finalement, plus on en a, mieux c'est, parce que ça participe d'un écosystème biodiversifié qui ça s'équilibre, tu sais. Et en fait, c'est drôle, moi j'avais posé la question aussi avec les petits rongeurs qui sont insectivores. Ouais. Je te dirais que ce genre d'études-là, de sauter de groupe là, comme ça, là, de voir l'impact des oiseaux, l'impact des rongeurs sur, tu sais, tout le monde travaille dans son, soit entomologiste, ornithologue, tout ça. C'est une très bonne question. Est-ce que écoute, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas vu d'article là-dessus, mais je vais chercher, je vais le prendre en note, je te reviendrai par la suite s'il y a eu quelque chose. Ce qu'on sait, c'est qu'en général, quand les environnements sont en équilibre, tout ça qui sont bien équilibrés, bien diversifiés, tout ça s'équilibre en fait, puis qu'il n'y a pas trop de prédation par un groupe ou par un autre. Comme par exemple, les coccinelles, les oiseaux ne les mangent pas, là. Fait que ça, c'est trop toxique en général. Fait qu'on sait que ces groupes-là sont bien protégés. Mais pour les autres, effectivement, mais la prédation des insectes par les autres groupes comme ça, ce n'est pas quelque chose que moi, en tout cas, j'ai regardé. Il y a sûrement une littérature là-dessus, par exemple. En même temps, on veut qu'ils mangent les oiseaux, là. Oui, ben oui. Ben il en faut c'est encore clair. plus pour penser qu'il faut nourrir nos oiseaux puis qu'ils nous en restent. Mais les oiseaux, les insectivores vont manger ce qu'il y a en grande quantité. Donc, ils vont manger quand il y a des vols de pucerons, quand il va y avoir des moustiques, quand il va y avoir comme des grosses nuées d'insectes. C'est sûr que les chrysopes, souvent on les appelle les mânes. Là. Non, ce pas les mânes. Mais les chrysopes font souvent partie, c'est des gros, gros vols. Quand ils émergent, les chrysopes vertes, il y en a vraiment des centaines, des milliers en même temps. À ce moment-là, c'est sûr que les oiseaux, ils vont se taper un snack, là, comme on dit, mais sauf qu'il reste qu'on a quand même une bonne quantité quand même dans l'environnement. Super. On avait une question aussi, on a quelques questions dans le chat. Donc, il y a quelqu'un qui demande est-ce que l'introduction des abeilles comme pollinisateurs peut nuire au développement en fait, des pollinisateurs naturels qui seraient déjà là? Ça a été déjà démontré qu'effectivement, certaines. Ben, en fait, ça dépend. Ça dépend de la plante. Ça dépend des plantes qu'il y a dans l'environnement. Parce que les abeilles domestiques, ils ont vraiment ils n'ont pas une capacité d'aller chercher du pollen dans tous les types de fleurs. Et souvent, les espèces indigènes vont être beaucoup plus capables d'aller, on le sait pour le bleuet, entre autres, les pollinisateurs indigènes sont plus adaptés aux fleurs de bleuet que l'abeille. L'abeille domestique ne fonctionne pas sur les bleuets, entre autres. Donc, c'est plus certains types de bourdons parce que la façon dont les fleurs sont faites, il va y avoir vraiment des spécialisations.
Mais ça a été démontré que quand on a beaucoup d'abeilles dans un environnement qui sont inondés, effectivement, ça peut aussi jouer sur la pollinisation par les espèces indigènes s'il n'y a pas assez de fleurs dans l'environnement pour couvrir l'ensemble de toutes les espèces qui sont là. Il y a quelqu'un qui demandait de ton courriel, donc je l'ai mis en Oui. commentaire, là. Ensuite, on avait la question par rapport aux haies brise-vent qu'on recommande, en fait, qui doivent être taillées habituellement. Tu sais, si les branches sont coupées, peuvent être broyées, laissées au pied des arbres ou mises en amas, est-ce que ça fait des bénéfices, pardon, pour les insectes quand on met des amas, justement, de branches là, par terre? Les amas de branches, je dirais oui. Quand c'est broyé, oui, ça fait un certain paillis, mais tu sais, les insectes pollinisateurs vont utiliser les branches, entre autres les trous dans les branches pour pouvoir faire leur nid. Donc, c'est mieux de les laisser en amas de branches pour pouvoir avoir vraiment plus d'endroits où ils peuvent nicher. C'est sûr que de laisser les résidus au sol, les feuilles au sol et tout ça, c'est très important aussi pour l'hibernation, pour les hibernations, mais pour les sites de nidification, ça va être beaucoup plus gagnant, les branches ou bien les bûches qu'on va laisser là aussi, qui vont pourrir, qui vont laisser des endroits où ils vont pouvoir creuser des nids un petit peu plus tard là, pour différentes espèces. Et ensuite, on a une question par rapport à l'eau. On dit que vous n'avez pas beaucoup abordé la question de la ressource en eau. Je ne sais pas si la personne veut préciser ou si tu veux te lancer, Geneviève. Euh, oui, ben c'est sûr que je ne sais pas si la question était vraiment sur la conservation De l'eau ou bien si c'était sur... c'est sûr que les haies ont une incidence, les haies, les bandes ont vraiment une incidence sur tout ce qui est, on le sait, là, pour empêcher le ruissellement, entre autres, pas le lessivage, mais plus le ruissellement au niveau de tout ce qui est effluent, ben, les pesticides, etc. Donc, nos bandes en bordure de ruisseaux ont une très grande incidence quand même. Je dirais pour avoir travaillé, si c'était ça la question, j'ai travaillé 1 an avec l'OBV Yamaska, puis on a travaillé sur un modèle, là, le GeoDep, qui essayait de modéliser justement ce qui était rejeté, entre autres en azote, en phosphore, surtout dans les cours d'eau. Puis la bande riveraine, elle avait un impact, mais le 3 mètres n'est pas suffisant pour faire un réel effet, un très, très grand effet. Le meilleur effet était vraiment sur les cultures de couverture, qui gardaient vraiment le sol à longueur d'année, qui gardaient les fertilisants en place, qui gardaient les pesticides donc, sur les cours d'eau. Mais ça, c'est un autre dossier là, qui n'est pas nécessairement, je n'ai pas abordé ça parce que justement, ça sort de la lutte biologique, là. Mais je ne sais pas si c'était ça la question ou s'il y avait des précisions par rapport à la question. Ben, la personne, là, c'est ses initiales, fait que je ne sais pas son nom, mais la personne tu peux te parler si tu veux, prendre la parole. Ben sinon, là, je vois encore que son micro est fermé. Donc, en attendant, on dit qu'il y a beaucoup de littérature en Californie sur l'effet bénéfique des oiseaux pour contrôler les ravageurs et comment faire des haies pour les attirer. Oui. Oui, en termes de comme groupe qui va jouer sur le contrôle. Donc, c'est sûr que les oiseaux ont une grande, grande importance, là. Ça, on le savait déjà. On sait, il y a les études de Marc Bellil à l'Université de Sherbrooke là, qui montrent la diminution des hirondelles, entre autres dans les champs, en Montérégie, entre autres à cause des pesticides, puis aussi les pertes d'habitat pour les oiseaux, le nombre de parasites aussi là, qui a augmenté beaucoup là, de maladies là, chez les jeunes, qui sont très liées là, à l'intensification de l'agriculture. Puis effectivement, ça joue un rôle sur la réduction là, finalement là, du contrôle biologique par les oiseaux. Parfait. Ensuite, on a un lien que vous irez voir pour une fiche synthèse d'un projet du MAPAC, bien financé par le MAPAC. C'est sur l'impact des systèmes agroforestiers, en fait, sur la stabilité des rendements en maïs et en soya face à la réduction des précipitations. Donc, c'est bien intéressant ce projet. Ensuite, on a une question sur les plantes à fleurs qui sont pas tous en fait mellifères. J'ai entendu dire que certains types de fleurs favorisent plutôt les pollinisateurs et d'autres les ennemis naturels des ravageurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Pas à chaud comme ça. Oui, effectivement, il y a comme des revues de littérature Littérature avec tous les types de fleurs parce que, en fait,
Ça dépend de la grosseur des corolles, ça dépend des couleurs aussi qui vont attirer plus certaines espèces de pollinisateurs. Ça va dépendre effectivement de la quantité d'exose, de sucrose et tout ça qu'il y a à l'intérieur des différents nectars. Euh, il existe quand même des revues à ce propos-là. J'ai des données aussi là-dessus, là, des tableaux synthèse, mais là, comme ça, je ne pourrais pas. Mais effectivement, il y a une différence là, entre les types de fleurs. Il y a quand même beaucoup de littérature là, sur tous les aménagements floraux, puis un petit peu plus de détails par rapport à ça là, dans ces documents-là. J'ai manqué un peu de temps, là, j'aurais aimé faire un diapo avec toutes les ressources, mais c'est parce qu'il en existe beaucoup, puis c'est quand même beaucoup de travail. Je sais que Cécile m'avait donné un site là, qui peut être vraiment pertinent. Là. Peut-être qu'on pourra mettre le lien là, pour ces informations-là là, qui sont disponibles. Parfait. Quel est l'impact de la fauche automnale des bandes riveraines herbacées, si on laisse un 10 cm sur les habitats pour l'hibernation? Si c'est juste des herbacées pour l'hibernation de la majorité des prédateurs, c'est pas ça qui va avoir une si grande incidence que ça, parce que souvent, ce qu'ils vont rechercher pour hiberner, c'est vraiment sous des résidus de feuilles et sous des arbres aussi. Il faut c'est des endroits où il y a besoin d'accumuler de la neige. Pour qu'ils passent leur hiver vraiment de meilleure façon. Fait que puis les insectes épigés qu'on appelle, ceux qui sont vraiment dans les bordures enherbées, eux vont s'enfouir dans le sol pour passer l'hiver. Ils vont vraiment, ils vont creuser ils ne resteront pas à la surface. Les coccinelles restent à la surface dans les herbes, celles qui vont accumuler la neige, puis d'autres prédateurs aussi vont être au pied des arbres. Mais pour ceux qui sont les araignées, les carabes et tout ça, ils vont vraiment s'enfouir dans le sol. Ce qui fait qu'après une certaine date, ben, ils vont être déjà enfouis dans le sol, puis ils ne seront pas nécessairement affectés par cette fauche-là. Parfait. Ensuite, on a eu un autre lien pour un rapport du CRAAC, qui est en fait les modèles d'affaires en agroforesterie, impact économique de l'aménagement des systèmes agroforestiers. Donc ça, c'est un rapport qui est gratuit en ce moment là, sur le site du CRAAC. Ensuite, on a un commentaire comme quoi Nature Action, donc l'organisme Nature Action recommande beaucoup des aménagements avec eau pour la biodiversité. Je sais pas. Je pense que c'est la suite de la question tantôt. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense que ben, c'est sûr que toi, le mandat qu'on t'avait donné, c'est de parler des haies, là, fait que c'est normal que tu sois pas allé là-dedans. Mais Oui. peut-être si jamais tu avais un mot à dire sur l'importance que ça a d'avoir des points d'eau dans notre paysage par rapport à tous les insectes bénéfiques. Là. Oui, ben c'est sûr que les pollinisateurs ont quand même Vraiment besoin de sources d'eau. Effectivement, surtout pour les pollinisateurs, on le sait, les abeilles, les bourdons ont besoin d'aller s'alimenter en eau pour pouvoir fabriquer ce qu'ils ont besoin pour les larves et tout ça. Fait que oui, effectivement, pour les pollinisateurs, les points d'eau sont importants. On le sait qu'ils n'iront pas sur des sources d'eau qui vont être à courant très fort parce que c'est trop risqué. On l'a vu dans les projets qu'on a fait, nous, avec les néonicotinoïdes, ils vont s'abreuver dans les flaques d'eau, dans les champs directement. Donc, oui, ça peut être un effet. Là, il y a des pesticides qui s'accumulent dans les flaques d'eau. Fait qu'il y a des points d'eau. Les prédateurs n'ont pas besoin d'aller s'alimenter sur de l'eau. C'est suffisant dans ce qu'ils vont manger ou ils vont ce qu'on voit souvent chez les coccinelles, c'est quand les plantes, le matin, font de la guttation. Donc, il y a des petites gouttes d'eau qui sont au bout des feuilles. On voit les coccinelles aller boire à ces gouttes d'eau-là, entre autres. Mais pour une coccinelle, pour les prédateurs parasitoïdes, les sources d'eau ne sont pas nécessaires. C'est vraiment les pollinisateurs parce qu'eux produisent du miel, entre autres, qui a ce besoin-là pour, oui, c'est ça. La boîte à outils de connectivité écologique, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont regroupées à cet endroit-là que je trouvais très intéressantes. Mhm. Pardon. C'est un bon commentaire de Bruce par rapport à la Fauche automnale, là, effectivement, Je veux juste pour garder les fleurs en place. Oui, oui, Ouais. oui. Sur la personne qui demandait s'il y avait des stratégies de biodiversité selon le système de culture, la maraîcher, grande culture, etc.
Je vais mettre le lien pour le document des comestibles sur les aménagements dans le maraîchage. Mhm. Je sais pas, Geneviève, si tu le connais, puis si tu le, Oui, tu je le connais. références, Oui, mais c'est assez complet, là. oui, c'est vrai. Vous avez parlé de plantes non susceptibles. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Ben, en fait, les exemples étaient particulièrement pour la drosophile. Là, ce qui a été fait, le travail qui a été fait était plus pour la drosophile à LTHT, parce qu'on sait que c'est une espèce qui va être capable de se reproduire dans beaucoup de plantes qui ont des petits fruits, donc les mûriers, les framboisiers. Fait que tout ce qui est naturel aussi, qui ont ces petits fruits-là, si on a ça en bordure de nos champs, quand on a des cultures adjacentes qui sont des petits fruits qu'on veut protéger de la drosophile, ben, c'est sûr qu'il faut essayer de gérer ces plantes-là qui sont en bordure de champ. C'était plus dans cet aspect-là là, que dans la revue littérature. C'était principalement de ça dont il parlait. Fait que si on est pris avec. On avait regardé, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de pucerons qui vont hiberner sur d'autres espèces qui ne sont pas comme le puceron du soya, on sait qu'il hiberne sur les nerfs bruns. On sait que les pucerons des céréales vont hiberner sur des rosacées, donc toutes les espèces rosacées. Mais on avait regardé quand même l'impact. Il y avait un impact du nerf brun dans les bordures sur le puceron du soya, mais on le sait que le nerf brun est pratiquement impossible à éradiquer, là. C'est quelque chose on a un peu, je pense, qu'il y a beaucoup d'environnements où on a essayé de s'en occuper, mais malheureusement, c'est trop difficile à faire. Mais le nerf brun, oui, il y avait une incidence sur la quantité de pucerons du soya, mais l'effet des ennemis naturels, l'effet des bordures de boisés sur les ennemis naturels était suffisant pour balancer, en fait, cet effet du nerf brun-là. Fait que dans certains cas, pour certains ravageurs, puis probablement plus pour les exotiques, là, les plantes hautes qui sont susceptibles en bordure de champ vont avoir une beaucoup plus grande incidence sur la culture. Fait que c'est plus pour ces ravageurs-là spécifiques qui seraient peut-être à réfléchir sur justement de vérifier les plantes qui sont dans les bordures. Mhm. OK. Et puis donc, tu étais d'accord avec ce que Bruce disait, qu'une pause moins fréquente, là, aux 2-3 ans, pourrait permettre l'établissement naturel de fleurs. Oui, oui, oui. La verge d'or, là, c'est ce qui reste en fin de saison, là. Clairement, elle est vraiment importante pour une très grande quantité d'ennemis naturels et de pollinisateurs. Ouais. Super. Donc, ben, il reste quelques minutes s'il y a d'autres questions qui arrivent. Sinon, ben, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait dans le chat. On a une main levée. Oui. Allô, bonjour. Est-ce Oui, que vous m'entendez? oui, on vous entend. OK. Bonjour, Geneviève. Alors, ben, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Super. Mais en tout cas, c'est moi le fatigant là, qui a envoyé les questions depuis tout à l'heure, là. C'est pas fatigant. Euh, euh, non, mais ce que j'essaie de dire là, en quelques mots, là, c'est que parce qu'on voit beaucoup de modèles de biodiversité. Alors, il y en a qui travaillent pour les couloirs phoniques, il y en a qui veulent développer des sites pour les oiseaux. Il y en a qui c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas, c'est les insectes, puis les prédateurs, puis toutes sortes de choses. Est-ce que, est-ce que dans votre travail, est-ce que vous privilégiez beaucoup plus des multisites à peu près adaptés à chaque production, chaque culture, ou chacun il fonctionne en fonction, parce que le concept biodiversité est tellement large là, que ça fait, Mhm. on ne sait plus par quel bout le prendre là. Alors, Oui. dans le cas en tout cas de votre travail, est-ce qu'il y a une concertation avec, mettons, les biologistes qui essayent d'avoir des bandes larges de 30 mètres de chaque côté avec de l'eau, avec plusieurs espèces de plantes humides, des plantes différentes de plantes. C'est ça l'élément à peu près, là, parce que je vois là, c'est comme si on prenait la biodiversité un élément à la fois. Mhm. Est-ce qu'il y a un effet intégrateur de tous ces éléments où on essaie de fonctionner selon le type de culture, comme je disais tout à l'heure? On a des pommes, on essaie de développer peut-être du mélèze pour attirer toutes sortes de prédateurs parce que le mélèze est très recherché.
et les chutes de bois qu'on met sur le bord pour attirer les tétraniques puis tout, où on essaye d'intégrer tout ça. Où, Mhm. où on fait comme dit l'autre, là, une pierre à la fois. C'est Ben, ça le c'était un commentaire. peu, c'était un peu mon constat, c'est que on y va, c'est une à la fois. On a des études pour un type d'aménagement À côté d'une culture, à côté d'une autre. Je pense que le fonctionnement, à le voir à l'échelle du paysage agricole, peut avoir beaucoup plus de retours finalement, globalement, si on y allait de façon plus large. C'est pour ça que j'apportais l'aspect paysage agricole. Je pense qu'il y a des pays qui prennent cette approche-là plutôt que d'y aller à la pièce, parce qu'on le sait qu'à la pièce, ça a des effets. Ça, c'est sûr que ça a des effets. Je pense que sur une ferme, un producteur agricole peut, lui, penser à, OK, il faut que je diversifie mon environnement, il faut que j'aie tous les types d'aménagements. On voyait que dans certains cas, d'augmenter de 6 le type de haie, peu importe la complexité de la haie, ça avait son incidence et sur le parasitisme, et sur le contrôle naturel, sur le rendement aussi, sur l'impact, en tout cas potentiel, sur le rendement. Je pense que si on le pense à plus large échelle et non pas juste, bon, ben, une bordure comme ci, là, ici et là, ben, c'est sûr que ça va faire un effet qui va être plus important à long terme. Est-ce qu'on est rendu là? En tout cas, pas encore, je ne pense pas à court terme. Je pense qu'il faut le penser comme ça, il faut qu'on aille vers cet aspect-là. Mais déjà qu'il y ait autant d'engouement puis de financement pour des aménagements pour la biodiversité, je pense que c'est déjà un grand, grand pas. Parce qu'on l'a vu, j'en ai pas parlé, mais dans certains pays, ils commencent à penser justement en termes global. On sait que tout le monde, les résidents et tout ça, veulent ces aménagements-là, veulent pour la protection de l'environnement. On sait que ça a une incidence. Donc, c'est de voir ce que le financement arrive maintenant, bien, c'est déjà quand même une très, très grande avancée, moi, je trouve. Mais effectivement, il faut faudrait le voir à plus large échelle, je pense, et on peut avoir des gains vraiment importants à grande échelle. Mais comment ça peut se faire? Est-ce qu'il y a une concertation entre les biologistes? Je dirais non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble en concertation, mais d'avoir vraiment des aménagements, de dire OK, on fait ça quand c'est ça, on fait ça. Je pense que c'est ça, c'est un peu. C'est pour ça que je disais qu'on a un besoin de vraiment regrouper tout le monde puis de vraiment s'asseoir. Je pense que c'est en train de se faire. Il y a vraiment beaucoup d'actions dans ce sens-là. Mais il y a certainement moyen de faire ça encore mieux, je pense. C'est mon opinion, hein? Je n'ai pas toutes les réponses aux questions là, par rapport à tout ça, là. Merci beaucoup, Geneviève. Fait que je vais juste te faire un petit mot de la fin. Déjà, merci là pour ton partage de connaissances, vraiment très pointu puis généreux là. Là, moi, tout ça a commencé quand je suis allée à la fameuse journée champ là, sur les aménagements dans la baie Missisquoi l'année dernière. Là, puis tu faisais une petite présentation de 20 minutes qui me semblait que c'était pas assez. Et quand on t'a invité pour 2 heures, puis là, finalement, il me semble que plus j'en ai, plus j'en veux. Là, je te réinviterai pour une journée. Là. Tu nous as glissé Ben, plusieurs fois que tu pourrais parler de tel sujet pendant une journée et que c'est pas tombé dans l'oreille sourde. on va être à la journée phytoprotection, donc phytoprotection du sérum. Fait que moi et Caroline là, du CETAM, on va être là Aussi, fait que des ateliers d'une demi-heure concrets, vous allez avoir de votre visu les insectes dont on parle et tout ça, mais ça va être des ateliers plus pratiques là, à la journée phyto, le Ah, 18 juillet. parfait. Dis le 18 juillet. Bon, ça, c'est une Oui, date à retenir. oui. Puis j'en profite pour faire un petit partage d'informations aussi. Là, effectivement, on est quand même beaucoup à différents niveaux à travailler sur des questions de biodiversité, là, que ce soit à réaliser des aménagements ou plus au niveau de suivi de recherche, etc. Donc, il y a dans le cadre du projet là, dans lequel se déroule le webinaire de ce matin, une des activités là qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de un petit peu plus structurer une communauté de pratique bon autour de l'agroforesterie là, c'est pas euh, spécifiquement que la biodiversité, mais d'essayer de développer une plateforme où justement on va pouvoir davantage s'échanger sur les différents projets que font les uns les autres là, pour favoriser la collaboration, la concertation, puis aussi favoriser l'accès
à des réseaux, des sites de prise de données pour des chercheurs qui auraient l'opportunité de venir documenter. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre sur pied. Donc, je le dis au plus de monde possible là, parce que plus qu'on connaît de gens là, qui veulent collaborer à ça, puisque ça va être intéressant. Donc, ça conclut pour ce matin. Je remercie encore une fois notre bailleur de fonds, le ministère de l'Agriculture, pour le financement qui nous permet d'offrir cette activité gratuitement. L'enregistrement puis la présentation vont vous être envoyés par courriel si vous étiez inscrit sur le point de vente. Et puis, on vous souhaite un beau printemps. À bientôt. Merci.